donc c'est cool. 15 personnes, c'est quand même magnifique. Table ronde numéro 5. Laurent qui est dans les travaux, mais qui reste fidèle au poste. C'est C'est quand ça, même... tu es opiniâtre, Laurent, j'aime beaucoup. c'est ça. Bon, parfait. Bah écoutez, je vous propose qu'on attaque tout de suite. Si ça vous va, quelle heure? 21h03, c'est parfait, on va essayer de garder le timing. Le son est bon, la technique est bonne, normalement on devrait s'en sortir. Allez, je prends le programme et on va attaquer. Donc, bah, pour ceux qui ne connaissent pas notre chaîne, bienvenue à vous. Je vous refais une intro rapide. On est un site qui s'appelle donc Conférences sur les plantes carnivores. On est plusieurs, des professionnels et des particuliers, réunis à la base pour vous produire des conférences, c'est-à-dire vous apporter des informations sur des sujets précis. Les conférences font soit 15 minutes pour les sujets un peu simples, soit 45 minutes pour des sujets un peu longs. On en a fait déjà depuis le mois d'avril, je crois. Les premières conférences, c'était début du mois d'avril. À ce concept-là, on a rajouté le concept de ce soir, qui est le concept de table ronde, dans laquelle on est 3, 4, 5. On se réunit pendant 1 heure et demie et on parle d'un sujet central. Et on parle aussi après de petits sujets un peu plus périphériques, j'allais dire. Et donc voilà, ce soir, vous l'avez vu sur l'affiche. Si vous avez vu sur Facebook et sur le board de Twitch, c'est que ce soir, c'est les substrats alternatifs. Alors, on va parler substrats et on va parler ensuite substrats alternatifs. Pourquoi on en a besoin? Est-ce qu'on en a besoin? Qu'est-ce qu'on utilise, etc. Donc ça, c'est le principe de notre chaîne. On a un troisième concept que je fais parfois avec Arthur, parfois avec Laurent, qui s'appelle Chill Con Carne, qui est une émission qui... Alors, les conférences, ça a lieu le premier mercredi de chaque mois, et les tables rondes, c'est le troisième mercredi de chaque mois. Tous les mois, sauf juillet-août. Et on a le concept Chill Con Carne, donc, qui est un concept d'émission un petit peu tranquille qu'on fait quand on a le temps, quand on a le temps de la préparer. En général, on vous prévient pas trop avant. Il y a un petit programme, mais voilà, le but, c'est vraiment d'échanger avec vous. C'est en général pas le week-end, c'est des jours de semaine où nous, on a la chance, peut-être parfois d'être en congé tous les deux. Et du coup, on vous prépare ça et un après-midi ou une fin d'après-midi, on vous fait un petit chill con carne pendant 2 ou 3 heures. C'est un concept qu'on va refaire, qu'on n'a pas eu le temps de repréparer pour l'instant, mais on espère pouvoir vous en faire un avec Arthur bientôt. Donc voilà le principe de notre chaîne. On a une chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez retrouver évidemment les replays de toutes nos émissions. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait aussi la rediffusion des conférences de Dionée, qui sont animées par Arthur, qui sont donc les Carniconf, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc vous avez les replays sur la chaîne Dionée, sur la chaîne YouTube de Dionée. Et donc c'est en général des visites de collection et ou des discussions avec des personnes un peu connues, j'allais dire, des grands collectionneurs du monde carnivore, quoi. Salut Dorian, comment vas-tu? Je suppose que c'est toi, Dorian Accart, parce qu'on a parlé du... T'as dit que tu serais là, je crois. Bienvenue à toi, merci pour les photos d'ailleurs. Il y a des gens qui m'ont filé plein de photos de la plante du mois, et je les remercie, j'ai mis les noms sur les photos, je les remercierai tout à l'heure. Donc voilà le concept de notre site et de notre projet. Petit sommaire rapide de la table ronde. On va faire rapidement un tour de table, que chacun en 2 lignes dise qui il est, et ce qu'il va faire ce soir. Enfin, qui il est, ce sera bien, et ce qu'il collectionne et depuis quand, en gros. Ensuite, on va parler du sondage de la prochaine table ronde, parce qu'on vous demande à chaque fois de voter pour une des plantes dont on parlera dans la table ronde d'après. On fera le point sur le sondage évidemment du mois dernier. On a un jeu avec des mots à découvrir dans le chat, je vais vous en parler rapidement. Justine, qui est avec nous pour la première fois, nous parlera des ostracodes en 5-6 minutes. Qu'est-ce que c'est que ces petites choses qui se baladent dans nos bacs pour certains? Ensuite, on attaquera le sujet central, qui sont donc les substrats et les substrats alternatifs. On parlera de la plante du mois. Je vous parlerai, moi, de la plante pour laquelle vous avez voté, qui est donc Nepenthes ampullaria. Laurent vous parlera de l'AG de Dionée qui aura lieu à Nantes. On fera des rappels sur l'EE qui a lieu à la fin de la semaine. On parlera Arthur vous présentera son article scientifique du mois. On parlera des prochaines conférences rapidement qui auront lieu au début du mois d'octobre. Et puis on reparlera rapidement du sondage. Et normalement, on devrait atterrir aux alentours de 22h15, 22h30, quelque chose comme ça. Si tout va bien. Bah voilà, écoutez, je vous laisse vous présenter rapidement dans 2 phrases pour
pour que tout le monde vous connaisse. Arthur, peut-être tu commences. Qu'est-ce que tu as comme Ouais, collection et depuis quand tu cultives en gros? ouais, volontiers. Bah moi, Arthur Sanguet, ouais, j'ai des plantes carnivores depuis que je suis tout gamin. Donc ça fait à peu près bah, du coup 25 ans que j'en cultive et j'ai surtout des Sarracenia, des plantes carnivores rustiques parce que je suis pas souvent avec ma collection. Donc c'est un peu les derniers trucs qui ont survécu à l'environnement, quoi. Très bien, merci. Laurent, rapidement, tu nous rappelles ce que tu cultives? Moi, je cultive à peu près tout. Voilà, tout ce que je peux trouver comme carnivore. J'en ai un peu plus de 500 maintenant. Et donc, voilà, j'en tue quand même quelques-unes, hein, rassurez-vous. Et voilà, j'ai toujours envie d'apprendre. Il y en a un petit peu partout chez moi, dans la maison, dehors, dans le garage. Dans Je le suis en train de garage, oui. refaire une installation dans le garage. C'est Et noté. voilà, voilà. Ouais, parfait, merci bien. Justine, est-ce que tu peux te présenter en deux phrases pour nous dire ce que tu cultives, en gros, et depuis quand? Heu, alors moi, ça fait à peu près 7 ans Ok. et c'est principalement Dionée, Sarracenia et voilà, je me spécialise un peu dans ces 2 plantes-là. J'en ai quelques D'accord, autres, mais pas beaucoup, quoi. d'accord, c'est noté. Merci beaucoup. Alors, on va attaquer. Donc voilà, vous connaissez qui participe à notre table ronde ce soir. Je vais faire rapidement un petit peu de pub pour notre nouveau sondage pour les plantes. Est-ce que je l'ai ici? Elle est ici. Non, c'est pas là. C'est là. Désolé, je suis un peu perdu, il y a plein de trucs. Où est-ce qu'il est La ce truc? rentrée, ça va, on t'en veut pas, Oh David. là là, ah ouais, c'est une catastrophe. Je vais pas le retrouver en plus, il y est pas là sur la table ronde de sondage. J'ai ça, mais il n'y a rien au milieu là. Hmm. Bon, bah écoutez, tant pis. Si, il y a ça, mais... Attends. Bon, il marche pas. Je suis désolé, je comprends pas pourquoi il marche pas. J'essaierai de le patcher tout à l'heure. Et ben, tant pis pour moi. Les aléas C'est du con. direct. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de réparer tout à l'heure pendant que tu feras ton article ou quelque chose comme ça. On va s'organiser. Euh, Ça c'est bon. Et le dernier truc que j'ai à dire, je vous ai parlé tout à l'heure ouais, des deux objectifs qu'on s'est mis à 100 followers pour un tirage au sort. On est à 83 je crois, le compteur n'est pas tout à fait exact. Et pour les subs, on s'est mis un compteur à 100 subs pour un marathon de 24 heures avec Arthur. Donc sachez-le, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, mais si vous êtes l'heureux possesseur d'un abonnement Amazon Prime, vous avez le droit tous les mois à vous abonner à une chaîne Twitch, c'est-à-dire à payer un abonnement en gros, et gratuitement. C'est-à-dire que ça vous coûte rien et nous, ça nous soutient en termes financiers. Ah, il y a le chat qui squatte. Chez moi aussi, Arthur, t'as vu, ça bouge le chat. Maintenant, il squatte. C'est n'importe quoi. Oui, Et et je vais donc, dépister. voilà. Et donc, vous pouvez offrir votre sub Prime à notre chaîne ou à qui vous voulez, évidemment. Et donc, sachez-le, voilà, c'est le petit truc un peu sympa. Et je vais terminer avec le jeu des mots. Ça devrait fonctionner dans le chat pour ceux qui connaissent. Est-ce que ça fonctionne? Euh, alors, c'est ça que je dois faire. Il n'y a rien qui marche ce soir. Qu'est-ce qui Et se là, passe? sur Twitch, il y a nos têtes qui ont disparu, hein, si jamais. C'est vrai? Ah, merde. Oui. Ah, c'est bon là, normalement, non? Ah oui, d'accord. Bah, il n'y a rien, mais c'est un truc de ouf. Bon, il n'y a rien qui marche. J'essaierai de réparer encore tout à l'heure. Si je fais ça, il n'y a plus rien là. Ok, bon, tant pis. C'est pas grave, je sais pas pourquoi ça fait ça. Hop, tant pis, c'est pas grave. Passons à la suite. Et bah écoutez, après ces petits objectifs, il y a Ignace qui te dit merci pour les graines. Ah oui, c'est effectivement Justine qui a offert les graines, une partie des cadeaux du chat de la dernière fois. Donc effectivement, c'est elle. Tu as un merci en direct d'un de nos subs. Je vais en profiter rapidement et j'en ai pour une demi-seconde. Je voudrais remercier Alessia de nous avoir sub la dernière fois. Et donc, pour la remercier, comme d'hab, avec la petite imprimante 3D, je lui ai fait un cube rien que pour elle. Un petit peu sympa en couleur avec un yes no sur les côtés. Donc, ce sera du, son cube hop, du décor de nos streams. Chacun aura son petit cube quand il nous aura sub et ça, c'est cool. Je crois que je vais m'arrêter là. Ensuite, on a dit que dans notre programme, on avait la première intervention de Justine qui va parler donc de ce qu'on appelle les ostracodes. Alors, avant qu'elle commence, est-ce que certains dans le chat savent ce que c'est, de quoi on parle, à quoi ça sert, comment ça marche? Juste pour faire un petit sondage, parce que moi je connaissais pas ce mot. Sans Arthur en tricher, oui. a. Toi tu connaissais Arthur, c'est ça? Pas du tout.
Non. D'accord. Enfin, je me suis spoilé un peu, du coup, je connaissais la bestiole, mais je connaissais pas du tout que enfin, je savais pas que ça s'appelait comme ça, ni rien, quoi. Ok. Et toi, Laurent? Ça te dit quelque chose Non, ça me dit du rien du tout? tout. Ok. Eh ben écoute, tu vas avoir un petit peu de travail, Justine, du coup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces petites bébêtes et de savoir, bah, déjà nous dire, bah, qu'est-ce que c'est exactement? C'est Ostracode. Ostracode, hein, pour ceux qui veulent le voir écrit. Je t'écoute. Qu'est-ce que c'est les ostracodes? Alors, ce sont des petits crustacés d'eau qui D'accord, apparaissent dans certains points d'eau tout seuls. Moi, ils sont apparus dans mon aquarium et j'ai cherché un petit peu ce que c'était et je suis tombée sur un article qui disait qu'en fait, ils consommaient les larves de moustiques. Donc, du coup, j'ai commencé à en mettre dans mes bacs et maintenant, j'en ai partout. Et effectivement, d'accord, j'ai mais beaucoup, beaucoup moins de larves de moustiques qu'avant. Et ça consomme aussi des feuilles, c'est un petit peu détritivore et ça, je d'accord. sais pas exactement ce que ça mange, mais un peu de tout, j'ai l'impression. J'ai vu passer l'info sur, ouais, sur les zones de Sarracénia, les trucs comme ça, hein, donc ça, vraiment, ça tape. D'accord, ok. C'est Ouais, ouais, ouais. parfait. Ok. Tu peux nous dire, tu sais comment ça arrive là ou pas du tout? Toi, c'est arrivé Franchement, par je sais hasard? pas du tout. Non, ouais, moi, Ok. c'est arrivé par hasard. J'ai vu que c'était en gros un petit peu pas la base du vivant, mais en gros, normalement, si j'ai bien compris, hein, j'ai regardé vite fait, tous les environnements ont ce genre de bestioles, les environnements bien équilibrés, si j'ai compris. Oui, c'est Et ça, c'est c'est une ça. des briques de la vie, quoi, hein, si on peut dire, je Oui, crois, ouais, ouais. si je dis pas de bêtises. Alors, je vais essayer juste de remettre, je voudrais ajouter les images que j'ai mis. Je fais tous les trucs à la dernière minute, j'en suis désolé. Si je fais ça, je peux l'ajouter au milieu. Et si j'ajoute les images, hop. Mais si vous sebez, on va pouvoir se professionnaliser, donc n'hésitez pas, hein. Exactement, aidez-nous. Oh là là, la perche, t'as vu ça un peu? Ostracode. Ah là, non, mais t'es un très bon commercial. Euh, je vais mettre ça à la place, voilà, à la place de la webcam. Je pense qu'on le voit. Ok. Donc les ostracodes, c'est les photos que vous voyez là. Donc c'est vraiment millimétrique, hein. Ça se voit à l'œil nu, mais pas. Attendez, je vais juste fermer ça. Ok. Est-ce que tu sais si on peut en acheter quelque part de ces trucs-là là? Euh, j'ai vu certains sites où tu pouvais en acheter, mais les frais de port sont très élevés. Comme c'est Ok, du vivant, c'est assez compliqué. J'ai d'accord. moi-même essayé d'en envoyer plusieurs fois et il y en a qu'une où j'ai réussi. En fait, j'ai mis vraiment 2 centimètres d'eau dans une bouteille et j'ai Ok, laissé le reste en air. Et d'accord. là, ça a fonctionné. Il y avait des vivants, quoi. Mais on avait payé un service express pour que ça arrive en 24 heures. L'envoi est vraiment pas simple. Ok, d'accord. Ok, c'est bon à savoir. Donc si vous en voulez, ouais, faut regarder les gens qui les envoient rapidement pour que. D'accord. C'est noté. Tu as une idée du prix ou? Ah, je saurais plus dire, je crois que faut bien compter au moins 15 euros pour l'envoi. D'accord, ok. Ok, effectivement. Ouais, ouais, d'accord. Donc c'est pas. Si vous en trouvez, c'est plus pratique, quoi. Oui, ouais. Donc à la base, ouais, c'est un truc qui est, si je dis pas de bêtises, pratique pour les attaques, pour éviter les larves de moustiques. Est-ce que toi, t'as plus du tout de larves de moustiques dans tes bacs? Parce que là, cette année, ça a été. J'en ai quand même un peu, mais justement, j'entends tout le monde dire que cette année, ça a été quelque chose de dingue. Et ben moi, j'ai pas trouvé, tu vois, j'ai même pas le souvenir de m'être fait piquer. D'accord, ok. Parce que moi, j'en ai plein les bacs et on s'est fait défoncer dans le jardin, hein, clairement. Donc, ce chat, arrête! Excusez-moi, il y a le chat qui. Putain, faut que je le mette dehors, lui. Je vais vous ajouter la petite source média. Justine nous avait fait une vidéo de son bac pour qu'on se rende compte de ce que c'est. Et c'est celle-là. Hop. Si je dis pas de bêtises. Non, on peut la voir. Si, c'est ça, voilà. Hop, donc c'est les petits machins là qui courent dans tous les sens dans son bac. Hop, je sais pas si on voit bien. Et on voit effectivement aussi des larves de moustiques. Donc, si vous avez besoin de lutter contre les larves de moustiques, n'hésitez pas à regarder un petit peu si vous pouvez vous en procurer. Excusez-moi, je vais juste sortir le chat, il est insupportable. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais ouais, mais t'es chiant. Tu passes la journée et puis le soir on fait un live et t'es là quoi. C'est casse-couille. Bon, excusez-moi. Toujours comme ça. Voilà, c'est réglé. Bah oui, oui, tu peux pas rester calme, hein, sans déconner. Ok pour ces ostracodes. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des risques à mettre ça dans son bac? J'avais noté ça comme question.
Est-ce que c'est Non, risqué absolument ou pas. il y a aucun risque, il n'y a pas de souci? Non, si c'est bien géré, je crois, en termes d'environnement et que c'est bien équilibré en termes de proie, il n'y a pas de. Faut juste pas être peut-être dans des environnements un peu spécifiques où il y a des manques de prédateurs ou ce genre de choses. Oui, Mais ah pour oui, le oui, reste, toi, parce que t'as les pas. poissons les mangent, des choses comme ça. Ok, Mais bon, en général, avec les carnivores, il n'y a pas de poissons. Donc, ok. Ça Et devrait bien se passer. Justine, Ouais. juste une petite question. Tu sais si les huîtries, elles peuvent en manger? je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Ok. C'est une bonne question si quelqu'un sait. Je pense, mais je suis pas sûre. Apparemment, on peut en acheter chez Aqualiment. Il y a Aquatique53 qui a mis un lien pour pouvoir en acheter, donc si jamais. Ok, Vous pouvez aller les parfait, voir. merci pour le Et lien. Joe Rady a dit, elle les mange. Je pense qu'elle parlait des Utricularia qui mangeaient les ostracodes. Donc oui, donc les utris du coup peuvent les manger, quoi. Ah, c'est bon à savoir. J'en ai pas, mais je sais que ça se répand de plus en plus. On est à zéro sur Twitch? Non, on n'est pas à zéro. Pourquoi c'est marqué zéro en haut à droite? Ouais, alors c'est monté à 20 et quelques, et puis là c'est redescendu à 12, moi, Ok, je suis sur désolé, un 13, c'est bon. Bon, Live. désolé pour cette petite interruption. A priori, c'est mon PC qui est un peu lagué. C'est pour lui. Je vais y arriver. Et c'est donc à cause du chat. Voilà, évidemment, parce qu'on va pas se priver. Euh, donc ça, c'est bon. Ça, c'est parfait. Je vous laisse suivre sur tout le truc. Je vais reprendre. Je vais y arriver. Je vais reprendre mon schéma. Mon storyboard, c'est parfait. Eh ben écoute, Justine, si tu nous entends encore, merci beaucoup pour ta présentation des ostracodes. J'espère que ça donnera peut-être envie à quelqu'un de creuser encore plus le sujet et d'aller voir un petit peu à l'intérieur comment ça se passe. Nous faire peut-être une conférence ou quelque chose comme ça. Si quelqu'un veut creuser ce sujet de crustacés de nos bacs de carnivores, il ou elle est le bienvenu, évidemment. Bah, c'est parfait. Bah écoutez, on va passer à la suite. C'est bon pour. Alors attendez. Je vais juste reprendre mes données. Hop. Voilà. Table ronde. Ça, ce sera pour tout à l'heure. Ça, c'est bon. Et voilà, c'est cool. Aquatique 53, tu dis que tu en as dans tes bacs à crevettes. T'as quoi? T'as les toutes petites crevettes là? Comment ça s'appelle? Les Neocardinus, je sais pas quoi là? Caridina, je Japonica? crois. Je connais pas. Les petites, les petites Red Cherry, tous les trucs Ouais, comme ça là. ouais. Uhum. C'est trop stylé ça. J'adore Je ça. suis J'en avais tellement plein avant. loin de ça. C'est pas Ah, les possible. Red Cherry, trop bien. Les Red Cherry, c'est les seuls que j'ai réussi à multiplier. Les autres, ça n'a jamais fonctionné. Alors, Nice. c'est bon pour moi. Ok, bah, je vous propose qu'on passe au sujet de la semaine, le grand sujet, enfin le sujet du mois d'ailleurs, qui vont donc être les substrats alternatifs. Pourquoi on vous voit plus? Ça, c'est pas normal. Transition, voilà, il s'est passé n'importe quoi. Ok, on nous voit toujours, c'est bon. De la bleue, de la verte et de la noire aussi, dis donc. Ok. Les Crystal Red, c'est celles qui changent de couleur là, une fois qu'ils sont d'abord rouges et qui après deviennent complètement blanches ou un truc comme ça? Je suis désolé, on est en train de dévier complètement là. Non, il n'y a pas de souci, on est là pour écouter ce que dit le chat, hein, c'est intéressant aussi, hein. On va C'est se comme ça qu'on renommer arrive à. conférence crevette. Exactement, conférence tout court. Et... Mais ça ira très bien. Donc, je vous propose qu'on attaque effectivement le sujet du mois, qui est donc les substrats alternatifs. Je propose qu'on fasse rapidement le tour des substrats qui sont utilisés, je dirais, classiquement dans les carnivores. Est-ce que tu... Je vais faire le tour, et après, Arthur, tu pourras peut-être nous parler spécifiquement de la tourbe, 1 ou 2 minutes, nous expliquer pourquoi on a mis un titre comme ça d'ailleurs. Donc, j'ai ressorti 9 substrats différents. Le premier, c'est la tourbe blonde que vous connaissez bien, qui est donc menacée. Arthur va vous expliquer pourquoi et comment. Le deuxième substrat utilisé, c'est le sable de Loire. Alors, en l'occurrence, le sable de Loire, il y a pas. J'ai regardé sur le net hein, pour tous ces substrats pour savoir dans quel état c'était. En termes écologiques, il y a pas de souci particulier pour le sable de Loire. Ça s'achète chez Jardiland, Truffaut, etc. Tous ces magasins-là dans la partie en général aquariophilie. Vous avez des sacs qui font 10-20 kilos. Bon, c'est pratique. En général, on les utilise, si je dis pas de bêtises, plutôt pour les Drosera.
Vous utilisez pourquoi vous? Enfin, pas des Sarracenia, pas des Dionnées, mais peut-être des Le pings, sable de non? Loire, moi je Ouais. l'utilise pour tout, hein. Je l'utilise pour tout, moi. Mm. Et tu mélanges avec quelque chose par contre? Ouais, Pur ouais, ou? Ouais. avec la tourbe, quoi. C'est un peu Ok. comme la perlite, quoi, pour aérer un peu Ouais, le. ouais. Perlite, ouais, justement, après, je voulais parler de la perlite. La perlite, c'est donc une roche volcanique. Là, en l'occurrence, il n'y a pas non plus de souci écologique de l'utilisation de la perlite. Alors, c'est ces petites billes blanches qu'on retrouve en général dans les substrats pour les plantes carnivores. Voilà, ça permet d'aérer un peu le substrat, mais ça a un peu la tendance à devenir vert avec le temps et à remonter sur le dessus des bacs. Je sais pas si vous avez ces expériences-là aussi. Moi, pas trop, mais oui, j'ai Ouais, entendu pas ça, ouais. spécialement. Parce que sur les Sarracenia, ouais, ça a tendance. Moi, je sais que mes bacs, ils sont pleins d'eau et bah, ça a tendance à flotter et c'est pas terrible, quoi. Mais bon. Ouais, moi je trouve, alors, ça, c'est peut-être un autre débat, mais moi je trouve que c'est le drainant qui fonctionne le mieux, la perlite avec le Mm. sable, quoi. Je trouve que c'est mieux que la vermiculite ou d'autres trucs. Je trouve ça assez pratique, quoi. Et puis ça peut s'utiliser pour aussi toutes les plantes carnivores, en fait. Donc c'est Ouais. assez. Ouais, Oui, c'est moi, vrai moi que j'aime bien. je Moi j'aime bien. l'utilise aussi pas mal, hein. Je l'achète par paquet de 50 litres, là, chez Plagron. Voilà, on en parlera aussi. Ouais, la vermiculite, alors ça, c'est de la. C'est extrait, je savais pas, de mine à ciel ouvert. Du coup, en termes écologiques, c'est pas forcément. Ouais, c'est ce que j'ai lu. Et Ok. donc, il y a de la vermiculite avec ou sans amiante dedans. En général, la vermiculite qu'on retrouvait avec de l'amiante, c'est ce qu'on retrouvait dans les toits. J'ai lu ça tout à l'heure, je savais pas. Qu'on retrouvait dans les toits, pas dans les toits, dans les planchers, a priori, d'isolation. Maintenant, dans les trucs qu'on trouve dans les magasins, les gros shops et tout, évidemment, il n'y a pas de problème. Par contre, quand vous les utilisez, je vous conseille de vaporiser dessus avant de commencer à l'utiliser, parce que ça fait de la poussière et c'est pas terrible, quoi. Voilà, ça, dès qu'on le verse, ça fait une espèce de nuage. C'est bien de vaporiser tout de suite, de la mouiller, et puis vous n'êtes pas emmerdé si vous voulez l'utiliser, quoi. Et Personnellement, j'aime pas trop parce que je trouve que ça se dégrade mal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mm. Ça fait une espèce de bouillie, quoi. À force. ouais, ouais, Ouais. pareil. Puis ça s'écrabouille, en fait. Tu sais, en fait, ça perd son pouvoir drainant assez vite, je trouve, avec la pression de la tourbe et tout. Alors que justement, pour le coup, la perlite ou le sable, ça reste en place, quoi. Ça devient pas tout plat au cours du temps. Mais Il par y en contre, a je savais pas qui. du tout qu'il y avait de l'amiante dans la vermiculite. Non, il y en a plus de l'amiante dedans. Il y en a plus maintenant, Avant, mais. la vermiculite, c'était un truc pour isoler les maisons. Et avant les années 90, il y en avait partout. Maintenant, ils n'ont plus le droit en fait de mettre de l'amiante dedans. Mais on a toujours l'idée, comme ça, on se méfie toujours, hein, parce que tu te dis, ouais, l'amiante, tu nous avait dit aussi que c'était pas dangereux, quoi. Donc là, C'est maintenant, ça. ils disent qu'il n'y a plus d'amiante dans la vermiculite, donc bon, ouais, je me méfie toujours Mais un peu. Moi, prenez la vos vermiculite, précautions, ouais. et Marginata, par exemple, pour la Pingicula emarginata, je l'ai fait pousser uniquement dans la vermiculite. Et Ok. effectivement, au bout de 2 ans, même pas 2 ans, un an, ça devient une sorte de bouillie un peu cracra. Et ça se dégrade en fait vachement facilement, trop facilement en fait. Trop facilement, ouais. Il y a une petite question sur quel pourcentage de sable, moi je l'utilise pas quasiment, mais vous mettez quel pourcentage de sable avec votre tourbe ou avec, 30. avec autre chose? Bah, 30 pour le Sarracenia, tout ça, Dionée, 30. Ouais, c'est ça, Ok, c'est à peu près 170. 30%. Puis il faut prendre, après ça dépend, il y a plusieurs tailles de sable. Il faut prendre du sable assez fin, mais pas les plus fins non plus. Mais ça dépend pour les pinguicula. Moi, je mets du sable très fin aussi dans le mix. Et Ok. bon, ça marche. Mais oui, on va dire 30% en moyenne pour les plantes carnivores, quoi. Ouais, moi je mets différents diamètres en fait. Ça Ah, me tu fait pas Bah, mélanges? mal. toi, Laurent, du Ok. coup, tu dois savoir, mais typiquement pour les tubéreux, tu peux mettre du sable plus fin. Il faut en mettre là beaucoup plus que Ouais, 30%, par exemple, ouais, quoi. je mets 50, ouais. Je mets 50, je mets des grains plus gros aussi pour. Je mets du très fin, des grains plus gros. Et Ok. puis Justine, tu les. utilises. Ouais, vas-y. Justine, est-ce que tu utilises du sable, toi? C'est. J'utilise plus de la perlite, mais j'en ai utilisé aussi. Et Ok. pareil, comme disait Arthur, pas en très fin, mais pas en gros non plus. Trouver le juste milieu, quoi. Ok, sable de bac à sable, quelque chose comme ça, un truc pas trop. C'est du sable comme ça. Je sais plus ce que j'ai comme granulométrie, ça doit être 12, 16, quelque chose comme ça, je crois. De mémoire, je sais plus. Alors, je Je sais sais pas, mais plus. sable de bac à sable, ça me paraît un peu trop fin pour le Trop, coup. Ouais, Mais trop ouais, fin? Ouais, ok. ouais. Est-ce que ouais, j'en ai je, là? Bah attendez, bougez pas, j'en ai juste là, vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, je sais pas, je connais plus du tout les diamètres là, mais
Il y a le Ouais, moi sable de non plus. quartz, hein, sable de Loire, sable de quartz, c'est un peu le même combat, quoi. Et là, je vois. Ouais. Tac. Je Je sais sais pas pas du si on tout va où il y bien en le a. voir. Tac. Hop. Ouais, je pense qu'on voit bien, à peu près. Hop, On entend tac. là. Il est relativement gros, hein, quand même. Ouais, Tac, mais je pense que tac. c'est ça, hein. Enfin, je suis pas bien sûr de voir Voilà. bien avec le live et tout, mais Sable oui, je pense que c'est ça. d'aquariophilie. C'est pas les plus fins, mais c'est pas des cailloux non plus, C'est quoi. ça. C'est pas des cailloux, ouais, non, c'est clair. Ouais, c'est ça. J'aurais dû, j'aurais dû préparer les petits échantillons là, hein. Enfin, ça la prochaine fois. Ok pour la vermiculite. Après, j'ai noté les écorces de pin. Moi, je sais que moi, j'en utilise pas. Écologiquement, c'est pas de problème parce qu'à la base, c'est un déchet de la sylviculture. Donc, normalement, on sera pas, il n'y a pas de problème écologique sur les écorces de pin. Est-ce que vous en utilisez, vous, de l'écorce de pin pour alléger les mélanges ou pas du tout? Alors Et du moi, jus j'en de Nepenthes. utilisais avant pour les Nepenthes. Je Ouais. Ok, faisais, enfin, pour les Nepenthes un peu basiques, hein, je faisais sphaigne, écorce de pin, perlite, en gros. Et ça marchait vachement bien. Mais je sais pas si ça se fait encore. Moi, ça fait longtemps que j'ai plus trop de Nepenthes, donc je suis pas sûr, quoi. Je fais aussi, ça marche très bien. Ok. Je les ai ok, toutes tuées avant et là, ça marche bien depuis 2 ans. ok. Vraiment. C'est un truc que j'aurais un peu peur d'utiliser, tu vois. Je sais pas, c'est un a priori à la con, mais c'est pas un truc que j'utiliserais par défaut. Pourquoi? L'écorce de pain, voilà. Pourtant, ça doit faire le taf, hein, mais bon, voilà, je sais pas. Après, j'ai noté de la fibre de coco. Ça, c'est un petit peu la même utilisation, j'ai l'impression. C'est recyclable et c'est renouvelable, donc normalement, il n'y a pas de problème. C'est aussi un déchet Ouais, mais il faut faire de la gaffe culture. parce qu'ils t'en Ouais. vendent par exemple, genre chez Action, tout ça, et il y en a qui sont salés. Il y a du sel dedans. Ah ouais, J'ai déjà tué une plante avec ça. Et je savais pas pourquoi. Et je sais plus qui m'a dit, mais non, mais en fait, regarde la composition, ça venait de, je sais pas, de Malaisie, un truc comme ça. Et en fait, c'est d'accord. bourré de sel. Ah la Il faut vache. vraiment faire gaffe. On peut faire quelque chose, on peut les rincer ou dans ces cas-là, ou c'est mort? Non, Il c'est y a mort. rien à faire. Juste Il n'y les a rien à lancer, je faire. pense. Ah Non, putain, il y a ok. rien à faire. Faut faire gaffe d'où ça vient. Mais bon, moi, je suis pas assez pro pour ça. Donc. Ok. Alors, on a quelques conseils de Tilou qui nous dit le sable d'aquarium c'est très cher. Sable de quartz, attention au sable calcaire, donc il ne faut pas utiliser de sable de maçonnerie évidemment. Et il nous dit que l'écorce de pin pour les plantes de tourbière, est-ce qu'on peut? Moi je pense pas que ça résiste très bien à l'humidité à 100%. Ça pourrit. Ça Ouais, pourrit. ça finit par pourrir. Ouais. Faut un truc, c'est plutôt pour des plantes qui cherchent un substrat aéré, je pense, hein. Pardon, le sable le Euh, moins cher, en fait, c'est du sable de filtration de piscine qu'on trouve dans plein de magasins. Vous tapez sur Internet sable filtration de piscine et c'est des gros sacs, ça doit faire 30 ou 40 kilos et ça coûte vraiment rien du tout. Ok, il y a Franck qui nous Et posait la question justement, ouais, les sables de filtration de piscine. Ok. ça Du marche coup, bien, c'est j'ai du bon essayé, ça sable. marche. C'est du bon sable, du coup. Ouais, c'est du Enfin, bon pour les sable. plantes. Ah oui, pour la piscine, en fait, il faut vraiment un truc non calcaire. Ah Donc oui, c'est non calcaire. d'accord. Ah, trop bien. Ouais, il y a Dorian qui dit, qui dit que l'écorce de pin, justement, dans le temps, c'est pas super, ça fait des champignons, des moisissures et tout. Donc, ouais. Peut-être pour quelques plantes un peu faciles, quelques épiphytes, quelques Nepenthes épiphytes, c'est peut-être Ouais, ça fait peut-être le travail, mais après, quand on passe au niveau supérieur, c'est peut-être pas terrible. Ouais. bon, ok. Bon, moi je tenterai pas, ouais. Et le dernier, c'est bah, la pouzzolane. Moi, donc c'est une roche volcanique, hein, si je dis pas de bêtises. Je l'ai pas noté d'ailleurs. Il y a la sphaigne aussi, dont on parlera juste après. Et je l'utilise très très bien sur les quelques pinguicula que j'ai. J'ai des Esseriana, si je dis pas de bêtises, dans un espèce de bac en verre qui doit faire, je sais pas, une vingtaine de centimètres de diamètre. Il y a juste de la pouzzolane. J'ai posé les plantes dessus. Je mets 3 centimètres d'eau en permanence dedans. Et ça fait 2 ans qu'elles sont là, elles se reproduisent. J'ai fait des boutures juste en arrachant les feuilles, en les posant. Ça marche très très bien, quoi. Alors, je sais pas si vous avez la même expérience, mais en tout cas, pour les pinguicula, pour l'instant, j'utilise que ça. J'en ai pas beaucoup. Des pings, j'en ai 4 ou 5, mais voilà. Pour l'instant, j'utilise que ça. Est-ce que vous en utilisez aussi ou... Alors, moi, j'ai des grosses pierres sur lesquelles bah, c'est pareil, il y a des Esseriana. Et j'en ai quelques autres. Il y en a qui fonctionnent pas, comme Emarginata, qui doit rester dans l'eau tout le temps, elle aime pas trop. Mais D'accord. sinon, en général, toutes les Mexicaines, je trouve qu'elles aiment bien être juste sur une pierre, quoi.
Ok, ouais, j'avais vu tes photos sur Facebook là où tu avais fait des espèces de compositions avec plusieurs plantes, c'est ça? C'est Ouais, ça, hein? ouais, ouais, Je me c'est trompe ça. pas, ouais. Ok. Donc sachez-le, vous pouvez faire des petits tableaux minéraux et végétaux avec voilà, avec la bonne pierre et les bonnes pinguiculas. Pour ceux qui veulent tenter, c'est très simple, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin, moi j'y arrive, donc Mm. vous devriez y arriver. Les pings mexicaines, voilà, vous pouvez tenter votre chance. Et Ouais, puis la puis dernière les pings chose, ouais. mexicaines, elles aiment pas trop la tourbe, donc en fait c'est pas mal de mélanger un peu tous les drainants qu'on utilise normalement pour les Dionnées ou les Sarracenia, on peut les mettre limite en substrat normal en fait pour les pinguicula quoi. Hmm, Tu peux les faire pousser bah ouais en full vermiculite comme tu disais Laurent, avec de la pouzzolane, avec du sable justement du sable fin, ça marche assez bien aussi. Enfin voilà, ou même directement des cailloux, ouais, comme tu disais Justine, avec ouais. les pierres sur du gypse pour certaines d'entre elles et tout, et ça marche assez bien en vrai, hein. Bon, c'est bon à savoir. Est-ce que vous avez ça, vous, dans le chat? Dites-nous un petit peu là, ce que vous utilisez quand même. Comme substrat, on fait un petit sondage rapide. Dites-nous majoritairement ce que vous utilisez pour quelle plante. Qu'on sache. Moi, je suis quasiment. Bon, je fais beaucoup de Sarracenia, beaucoup de Dionnées, ouais. Les deux, je les fais en général 70% de tourbe et 30% de perlite ou 20%. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai essayé les pings en 100% tourbe. On a l'impression que les racines, elles finissent par s'asphyxier. Je sais pas si c'est juste Mhm. une idée ou. Mais voilà. J'ai l'impression que c'est dur de passer à travers ce substrat qui devient assez compact. Troube et perlite en majorité pour Dionée et Drosera, d'accord. Ping utilise le mélange de Sébastopol. Quel est le mélange de Sébastopol? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? 50% tourbe, 50% perlite ou 25 sable, 25 perlite pour mes productions, d'accord. Sébastien Joliot, d'accord. Et donc il y a quoi dans son mélange? Je suppose il fait quoi? Perlite, tourbe, vermiculite, peut-être non? Je sais plus. Non, Oui, non, il c'est y un a... mélange plus complexe. C'est le truc que tu trouves, c'est Serge je pense, qui avait mis ça qui fait ce mélange-là. Hmm. C'est le truc avec la liqueur pour chat là? C'est ça, non? C'est ça, ouais, ouais, puis ouais. C'est vachement compliqué. Là, c'est 10%, 10%, 10%, un peu de tout en fait. Ok, Bah, c'est ce que Franck Drebin Junior, je pense, a dit. Là, j'avais fait un substrat pour ping avec un sixième de chaque, donc je pense d'un peu tous les drainants là. Ça avait ok, tourné en bouillie avec vermiculite et litière de chat. d'accord. Je m'étais dit que c'était la litière de chat, mais est-ce que ça pouvait pas venir de la vermiculite? Ça peut être la litière aussi, hein. Des fois, c'est un peu. Faut prendre de l'agglomérante, je crois, un truc comme Non, ça, de la justement. non-agglomérante du sang. Ah, non Agglomérante, agglomérante, ouais. ça fait la bouillie. J'ai fait la connerie déjà, donc Oui, c'est ça, J'ai parce qu'en fait, testé c'est pour ça. vous. Elle sert à lier elle tout le reste, agglomère, en ouais, fait. c'est ça. Mais le mélange de Serge, Parfait. je crois que c'est banger, hein. Ça marche bien, je crois. Bah ouais, ouais. Vu les résultats qu'il a, je pense faut le suivre. Il y a une Il a petite une petite maîtrise, ouais, expérience. clairement. Il y a des infos là sur les litières d'argile, celle de Auchan au sac jaune pour ceux qui veulent tenter. Perlite, litière, pozzolan, vermiculite, tourbe. Ah la vache. Ça fait un gros mélange, ouais. J'ai acheté une pinicule en jardinerie, mais elle n'est pas identifiée. Elle est en tourbe de base, mais ça doit pas être top. Moi, j'ai que Envoyez une photo. des. Que celles en. Ouais. Que celles en. C'est que des pings de jardinerie et ça se passe plutôt bien. Mais elle galère, ouais, sur la full tour, bah, c'est compliqué ce que je disais tout à l'heure. La plante se développe plus lentement, mais les racines sont plus développées. Ouais, c'est plus dur, mais c'est- d'accord. Ouais, Parfait. Et j'avais les le pings dernier. Ouais. mexicaines, pour les pings mexicaines, la tourbe, ça va pas du tout. Après, pour les tempérés, ça marche mieux. Enfin, pour certaines espèces, ça marche vraiment mieux, quoi. Et j'avais noté la fin, la sphaigne, puisqu'il y a de la culture en sphaigne morte et en sphaigne vivante. Euh, Laurent Moulin nous avait fait une conférence sur la culture en sphaigne morte. Moi, j'ai essayé, j'ai tué trois quatre plantes, du coup, j'ai arrêté parce que je pense que j'ai pas le bon niveau d'eau, j'ai pas la bonne hygrométrie, j'ai pas tout ça, j'ai une nappe qui a pris trop cher. Pourtant, c'était une Eucariana, hein, c'est solide quoi. Et ben, ça a fini par sécher. En plus, j'ai essayé dans un airpot, du coup, c'était encore pire. Voilà. Je sais pas faire, j'ai lâché l'affaire sur la tourbe, sur la sphaigne vivante et la sphaigne morte, mais voilà. Est-ce que vous avez essayé, vous utilisez un peu? Non, pas dans vos cultures. Alors moi, ouais, à fond. Qu'est-ce que je faisais pousser pas mal en sphaigne?
Comme Laurent il disait, les petites Drosera, ça pousse super bien en Sphaigne pur. Et puis en fait, même les Nepenthes, j'en ai mis beaucoup en Sphaigne pur. Bon, voilà, après des trucs un peu faciles, hein, ouais, pour Okeriana, ça me paraît un peu bizarre que tu l'aies perdu en Sphaigne pur. Si c'était bien humide et tout, normalement, ça aurait dû bien Après, c'est pousser. certainement mon environnement qui était un peu pourri, hein. C'est dans un bac. C'était pas, voilà, c'était pas optimal l'environnement et je sais que c'est certainement pas le seul élément qui Mm. fait que ça a échoué, quoi. Les Vézères, on dirait une salade, ouais. Ah, je crois que c'est des fake Vézères, hein, les Pinguicula en jardinerie, si je dis pas de bêtises. Le marquage, il est pas bon, en fait, c'est que c'est pas du tout celle-là. Je me suis fait avoir Ouais, aussi, hein, j'ai la même. Voilà. c'est pas le vrai cultivar Vézère déposé, quoi. Alors, Et en fait, on dit ça, mais des fois, il y est. Moi, j'en ai eu ah, il y a eu ok, un temps où il y avait des vrais Vézères en jardinerie. Des vrais de vrais, quoi. d'accord. Bon, t'as eu de la chance, faudra que tu nous donnes l'info. Ouais, Euh, j'avais pris des photos et tout, d'ailleurs, Je vais rajouter juste un. Hop. Comme ça, je vais les afficher au fur et à mesure. Bon, là, vous connaissez un petit peu ces substrats. Après, on va parler juste après de d'autres substrats. J'ai pas de photo, donc je vais juste ajouter une capture de fenêtre et on va aller chercher au fur et à mesure dans Google pour que vous ayez l'image. Ah, c'est sympa. Tiens, vous avez. Ok. Il est où le truc? Hop, c'est ça. Hop, tac. Voilà, c'est ça. Ouais, j'aurais pas dû Moi, je vais en coller. profiter pour vous laisser. Ouais, Je suis désolée, ça marche. je vais vous abandonner. Il n'y a aucun souci. Merci d'avoir fait l'effort d'être avec nous ce soir. C'était sympa. J'espère que tout le monde aura apprécié les Ostracodes. Et puis, ben, écoute, tu es la bienvenue sur les futures tables rondes et autres événements à l'occasion. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée. Et puis, on essaie de se recaler un autre truc bientôt pour une prochaine table ronde, sans doute. Merci beaucoup en tout cas. Ciao, Oui. Bonne Justine. Bonne soirée. soirée. Salut Salut. Justine. Salut. Alors, je vais juste fermer la fenêtre en bas. Tac. Celle-là, on n'en a pas besoin. Ouais, parce qu'en fait, le truc, il a copié. D'accord, c'est hop. Euh, Voilà, c'est mieux. J'ai mis un petit. Voilà. Alors, je Juste reprends en vite fait les attendant, David. questions. Pardon, vas-y. Tu voulais reprendre les questions du chat, c'est ça? Non? Non, je voulais juste rebondir sur un truc. Il disait Vas-y, fake vas-y. Weather en jardinerie. Alors Hmm. maintenant, il y a quand même au moins 3-4 espèces cultivars hybrides différents en jardinerie. Donc, c'est pas dit que ce soit ça, hein. Il y a Tina qui est aussi très, très, très. Enfin, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a plus de Tina que de fake Weather en jardinerie. Donc, si jamais, ça peut être autre chose, quoi. Il vaut mieux attendre la fleur avant de Guatemala se aussi. prononcer. Ouais. Donc, on se repère à la fleur, hein, c'est ça? La Mhm. diff. T'as dit Ok. quoi, Laurent? J'ai pas entendu. Il y a Guatemala aussi, enfin, ils ont inventé, c'est vrai, 3-4 trucs différents. Ouais. Ouais, c'est une nouvelle, c'est avec les fleurs plus blanches, je crois. Enfin, plus claires, non, c'est pas ça? Je me souviens plus en fait. C'était là. Mais Tina est beaucoup plus balèze, hein. Elle a des plus grosses feuilles que la fake Vézère. Et la Guatemala, je sais plus quelle était là. J'avoue que Il celle-là, semblait je l'ai qu'elle pas avait vue, je crois. il semblait qu'elle avait les fleurs plus claires, mais c'est peut-être pas ça. Non, je trouve pas de photo. Ah non, c'est une espèce de... Non, un peu fleur rose, type fake Vézère, quoi. Je vous propose qu'on passe rapidement aux substrats alternatifs. J'en ai mis quelques-uns dans ma liste. Il y a des choses que je connaissais pas, sur lesquelles je suis tombé. Je sais pas si ça fonctionne. On vous donnera de toute façon dans la troisième partie des expériences qu'on a essayé ou qu'on aimerait faire et puis ce qui a marché. J'ai commencé par les billes d'argile. Est-ce qu'on peut cultiver certaines carnivores dans des billes d'argile? Sans doute. J'en ai discuté avec je sais plus qui sur Facebook qui me disait mais pourquoi on se fait chier à mettre de la tourbe? On met des billes d'argile, on met les sarracénias dedans. Et puis vas-y quoi. Alors le problème des billes d'argile déjà c'est que ça, si je dis pas de bêtises, ça flotte. Enfin en majorité quand même. Et en plus les racines sont pas du tout maintenues, si je dis pas de bêtises. Et du coup les sarracénias qui sont dehors au vent en général ont tendance à tomber déjà enracinés dans la tourbe. Donc dans les billes d'argile, je vous explique pas le truc. Je sais pas si vous avez des plantes, vous avez essayé des plantes dans des billes d'argile. Est-ce que ça fait partie de vos mélanges ou... Alors moi, pas du tout les billes d'argile, hein. J'ai jamais utilisé les billes d'argile. Jamais, jamais. Il y en a qui disent que ça retienne mieux, enfin ça retient plus aussi les minéraux, les trucs comme ça. Laurent, je sais pas si t'avais entendu ça. Donc il paraît que c'est pas bien conseillé de base, quoi. Ouais, moi, en fait, je fais pas mal d'archéologie, donc je sais que tout ce qui est à base d'argile, c'est de l'argile cuite en fait. Il y a plein de minéraux dedans, donc ça Hmm. me semble toujours bizarre que les gens utilisent ça, mais
sais pas, moi, ouais, je serais comme toi. Je me méfierais quand même pas mal, quoi, parce que, ouais. Ouais, puis même d'un point de vue pratique, c'est vrai que tu te demandes comment ça peut tenir un Sarracenia, quoi. Ah Si ouais. t'as un Sarracenia qui fait 1 mètre de haut, qui est plein de bestioles et plein de pièges remplis de bestioles, ça tient pas, quoi. Sur les Sarracenia, ça paraît compliqué. Je sais pas si c'est pas possible peut-être pour les Drosera, mais pas compatible avec. Je suis pas très bon en Drosera. Est-ce que ce serait compatible avec certaines Drosera ou parce A qu'il faudra priori, je arroser peut-être dirais non. beaucoup? Je Ouais. vois pas, je vois pas comment ça peut maintenir une plante, quoi. Enfin, ouais, les billes d'argile normales, là, je vois pas comment il y a une Après plante carnivore l'hydroponie, qui peut. Bon, quoi. après l'hydroponie, ça marche parce que les racines sont grandes et que c'est des légumes feuilles et des trucs avec des racines énormes. Mais effectivement, dans ce genre de plante, enfin, c'est pour ce qui nous intéresse en tout cas. Je vois pas d'application des billes d'argile dans notre cas d'utilisation, mais si jamais vous avez l'expérience des billes d'argile et que ça a marché, n'hésitez pas à nous le dire. Alors, On est moi, je évidemment dirais, preneur des. la seule utilisation que ça pourrait avoir, c'est pour, je sais pas, faire de la bouture de feuilles de Pinguicula mexicaine, tu vois. Vu que ça garde quand même pas mal Hmm, l'eau, pourquoi pas. Mais après, peut-être des mexicaines, hein, ça pourrait peut-être, faudrait tester, je pense. Pour moi, ça serait mon meilleur, enfin, le guess que j'aurais qui pourrait fonctionner le mieux, ça d'accord. serait des Pinguicula mexicaines avec des billes d'argile. L'équivalent de la pozzolane, quoi. Quasiment, hein. Ouais, c'est un peu ça, La ouais. même, C'est ouais. un peu ça dans l'idée, ouais. Ok. Et Moi, je juste, crois savoir. David, Ouais, vas-y. non, vas-y, vas-y, vas-y. Juste à savoir que à la base, les billes d'argile, elles ont un pH spécifique, je crois, qu'il faut. Alors, j'ai fait un tout petit peu d'hydroponie il y a très longtemps. Et du coup, il faut normalement caler le pH des billes d'argile pour éviter qu'elles dérivent quand on commence à les utiliser de mémoire. Et du coup, c'est assez contraignant. Il faut un pH mètre, il faut tout ça pour être sûr qu'on est dans les bonnes, que le pH des billes soit stable avec l'eau, quoi. C'est pas on met des billes et puis voilà. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Si vous voulez essayer, il faut les rincer plusieurs fois. Il faut les laisser dans une eau un peu tamponnée à un pH spécifique. Enfin voilà. Si vous voulez essayer. Ok, ok. Qu'est-ce que tu voulais rajouter? Ouais, Ouais, vas-y. j'allais juste dire que en fait, on n'a pas dit pourquoi on voulait parler Tu as raison. de substrats alternatifs, parce que c'est pas juste pour rigoler. Enfin, en vrai, on pourrait, hein, mais c'est surtout que il y a pas mal de problèmes liés à l'utilisation de la tourbe dans plein d'endroits, hein. Enfin, il y a Laurent qui en avait déjà très bien parlé dans sa vidéo, donc vous pouvez aller la voir. Mais c'est surtout qu'il y a des vrais problèmes écologiques, on va dire, à l'utilisation de la tourbe. Déjà parce que c'est une ressource qui est finie, donc il n'y en a pas non plus à l'infini. Et puis les habitats où on trouve de la tourbe blonde, la plupart du temps, c'est quand même des milieux humides. Les milieux humides, c'est assez important pour la protection de la biodiversité. Il y a plein d'espèces qu'on va trouver que dans ces endroits-là. Donc forcément, si on va tout péter avec des tractopelles pour récupérer de la tourbe blonde, c'est pas terrible, quoi. Donc voilà, l'idée c'est quand même d'essayer de trouver des substrats alternatifs parce que même si elle est utilisée beaucoup dans les terreaux aussi classiques, bah nous en fait en tant que cultivateurs de plantes carnivores, bah on flingue un peu les milieux dans lesquels les plantes carnivores poussent si on se met à utiliser beaucoup beaucoup de tourbe. Donc c'est pour ça que c'est depuis quelques années là on parle beaucoup de substrats alternatifs pour éviter de péter les habitats naturels des plantes carnivores en fait et d'autres espèces, pas que les plantes carnivores, mais voilà, je voulais juste dire ça. Parfait. Je crois savoir que certaines personnes l'utilisent aussi pour se chauffer, comme Ouais. voilà, comme du charbon, enfin l'équivalent du charbon. Ils utilisent ça dans des poêles à tourbe, du coup, pour se chauffer. Voilà, ça fait partie aussi des utilisations. Il n'y a pas que les carnivores, voilà. Non, 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 c'est Oui, sûr. les carnivores, c'est Euh, rien. Les carnivores, c'est rien, c'est l'agriculture et c'est puis pas- le voilà, chauffage, en fait, qui pose problème. Les, c'est ça. Ouais, les ouais, spécialités carnivores, après, il y a des. Ouais, ouais, bien sûr, nous, c'est clairement ridicule, mais après, si on peut aller dans le bon sens, tant mieux. Mais il y a pas mal d'essais qui sont aussi réalisés sur d'autres espèces pour trouver des substrats alternatifs. Je tombais sur des articles, je crois que c'est où? C'est au Jardin botanique national de Belgique, où ils ont en fait remplacé toute leur tourbe blonde par un truc à base de noix de coco, Ok. enfin de fibres de coco, etc. Et ils disent qu'ils ont réussi, j'ai l'article sous les yeux, je vous l'enverrai, ils ont réussi à faire pousser plus de 10 000 espèces, enfin 10 000 taxons différents avec un mélange à base de fibres de coco au lieu de la tourbe blonde, à l'exception des plantes carnivores. Donc en fait, il y a aussi plus de travail, je pense, avec les plantes carnivores pour trouver un substrat Ok. alternatif. Pour d'autres espèces, je suis tombé sur des articles des gens qui faisaient pousser des tomates avec autre chose, blablabla, parce que ça rentre en composition
des terreaux basiques, quoi, n'importe quel terreau ou quoi, ça rentre en composition dedans parce que c'est un peu acide, parce que ça retient bien Hmm. l'eau, parce que c'est de la matière organique, etc. Mais en fait, les plantes carnivores, elles ont tellement besoin d'une qualité spécifique de sol qui est proche à la tourbe blonde que c'est beaucoup plus difficile pour les plantes carnivores de switcher à autre chose, quoi. Hmm. Je vais vous envoyer l'article là que je vous disais Ouais, je veux bien que tu me mettes en lien. dans Ouais. le chat. Hop, le voici. Je refais rapidement le tour du chat. Un tour qu'on achète issu des tourbières d'Europe de l'Est. Alors j'avais vu, il y a eu effectivement, il y a 1 ou 2 ans un reportage sur l'exploitation de la tourbe qui avait tourné sur Facebook, qui était intéressante, qui expliquait qu'il y avait des pays effectivement qui faisaient très attention. Je crois que les Allemands ils font très attention, et puis il y a d'autres pays où vraiment il n'y a pas de réglementation et ils tapent dedans comme des sauvages sans trop réfléchir. Donc j'espère que ça va évoluer, mais voilà, il tirait quand même un peu déjà à l'époque la sonnette d'alarme. Tourbe a un pouvoir calorifique très faible, mais il l'utilise en cas de pénurie de bois. Ouais, voilà, c'est quand t'as vraiment rien d'autre, quoi. Et puis juste un dernier Ouais, truc par rapport à la tourbe et aux tourbières, vu qu'on parle pas mal de changement climatique et tout, les tourbières, c'est des espèces de réservoirs aussi de carbone, parce que la tourbe, c'est de la matière organique, donc c'est du carbone en gros. Et en fait, quand nous, on va l'utiliser et qu'on la jette, et ben, ce carbone, il se brise en plein de petits morceaux, quoi, et il se dégrade, et après, il est rejeté dans l'atmosphère. Donc en fait, ça rejette du CO2 aussi. Et alors que les tourbières, quand elles sont en bonne santé et qu'elles sont naturelles, elles vont plutôt avoir tendance à piéger du CO2. Donc c'est aussi intéressant de ce point de vue-là, quoi, de conserver les tourbières et de ne pas les détruire pour en extraire la tourbe, quoi. on perd sur plein de tableaux, en fait, quand on fait ça, quoi. Ouais, exactement. Clairement. Parfait, on va continuer. Qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté, alors ça, je sais pas, je suis tombé dessus en faisant le tour des substrats. C'est du lechuza. Je sais pas comment ça se dit. Lechuza. Est-ce que quelqu'un connaît ce mot déjà? Ça là. Jamais entendu parler de Alors, ma vie. c'est punch, je crois, le truc. Voilà, ça ressemble à ça. Je crois que c'est un petit peu engraissé. Ouais, c'est ça le pon, exactement. Mais je crois qu'il y a des engrais dedans. La structure a l'air pas mal, hein, ça a l'air intéressant. Bon, un peu comme les billes d'argile, peut-être pas pour toutes les plantes, mais voilà, ça ressemble à ça. Je crois que c'est engraissé, hein, à la base. Je veux pas dire de bêtises, mais voilà, ça fait partie des pistes sur lesquelles je suis tombé tout à l'heure. À voir, peut-être ça pourrait être intéressant à creuser, je sais pas. Ça ressemble à des petits cailloux. Peut-être regarder le détail, non? Quand même. Hop, Ouais, je connais pas du tout, donc je peux pas vous aider. on va Utilisé regarder. pour les plantes d'intérieur. Dorian qui dit que c'est une marque de peau. Ok. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des pots fermés avec des réserves d'eau. Donc c'est un truc allemand à la base. Et bon, 24 € les 18 litres. Pierre minérale de haute qualité, exemple de contaminants et de polluants. S'adapte à 100% de toutes les plantes. Bon, voilà, ok. Est-ce que Ça doit là-dedans, être une est-ce sorte que de vous savez s'il y a de drainant. l'engrais? Ça a l'air. Restitue progressivement les substances nutritives à la plante. Est-ce que ce serait utilisable en petite quantité? Ouais, du coup, c'est un peu Je sais pas. comme l'osmocote, quoi, en fait. Ouais, ça a l'air de ressembler à ça. Je sais pas, c'est une piste que j'ai ouverte. J'ai pas eu le temps de creuser, j'en suis désolé. Mais voilà, peut-être que ça vaut le coup d'essayer. Est-ce que vous avez déjà essayé? Ouais. On va pas faire des tourbières d'extérieur à spray. Ouais, non, ça c'est sûr. Je te confirme. Ouais, surtout Ça c'est sûr. si c'est que du caillou, que c'est drainant et que c'est plein d'engrais, ça va pas être terrible, hein, je pense. Ouais, il faut plus, il faut du plus solide que ça, ouais, clairement. Donc ça c'était le deuxième substrat que j'avais vu, que je trouvais intéressant à voir. J'ai noté la laine de roche. Alors ça c'est plutôt Ouais. un truc hydroponique, hein. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà essayé, j'allais dire de l'hydroponie, laine de roche avec certaines plantes? Moi j'avais fait un En- test. Vas-y. Vas-y, vas-y. Parce que moi, pas du tout. J'avais fait un test avec j'ai une mini bouturette hydroponique, c'est-à-dire que c'est un curveur en plastique qui fait la taille d'une feuille A3, qui est haut comme ça, ou comme ça, qui fait une trentaine de centimètres. Il y a à l'intérieur 2 asperceurs qui tournent, et puis au-dessus il y a une plaque dans laquelle il y a des trous, et il y a des petits paniers hydroponiques, voilà, des petits paniers, et on met des billes d'argile dessus, enfin dedans, on met sa plante dedans, à l'intérieur ça tourne, et puis ça arrose, et ça en permanence, ça arrose les billes d'argile. Voilà. À la base, c'est fait pour faire des boutures, pour faire voilà, ce genre de trucs.
Et j'avais essayé avec des NEP et ça avait plutôt bien fonctionné dans les billes d'argile. Voilà. J'ai pas essayé. Est-ce que j'avais essayé? Si, si, j'avais essayé la laine de roche et ça avait pas bien fonctionné sur des NEP un peu classiques. J'ai pas essayé d'autres plantes avec ce substrat-là. Je sais pas si quelqu'un a déjà essayé ça. Moi, jamais, mais je pense que vu comme c'est parti, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un substrat magique qui pourra remplacer la tourbe et qu'il faudra utiliser enfin, un mélange de plein de trucs. Et de ce que j'avais vu, je sais pas si vous connaissez Matt Soper, j'avais retrouvé sa vidéo il n'y a Ouais. pas très longtemps, qui est assez balèze en substrat alternatif et tout. Lui, ça fait plusieurs années qu'il fait pousser ses sarracénias là-dedans. Et en fait, il utilise justement de la laine de roche à 25% avec Ah ouais, d'autres trucs. Ouais, donc laine de roche, des écorces de pin en tout petits morceaux, de la ok. sphaigne séchée et un petit peu de perlite. Et il a l'air de dire que, en tout cas, dans ses conditions à lui et tout, ça marche vachement bien, quoi. Enfin, que lui, il Ok. voit pas vraiment de différence avec de la tourbe pure. Donc, C'est plutôt une bonne chose. ouais. En mélange, en tout cas, ça peut être cool. Après, en pur comme ça, je sais pas. En J'ai pur, plus ça de paraît mal. compliqué. Enfin, en Ouais. termes de pH, en termes de tout ça, bon, peut-être c'est. Ça sèche assez vite, donc il faut vraiment s'en occuper rapidement. Salut Hanoï, comment vas-tu? Hanoï nous a rejoint pour le milieu le milieu du sujet principal. Tu arrives au bon moment sur les substrats alternatifs, on était sur la laine de roche. Donc ça à tester, si quelqu'un a testé, je veux bien l'info. Je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas Marion des sourciers sous la main parce qu'elle nous aurait dit peut-être elle pourrait nous faire des tests, ça aurait été pas mal. 100% Spheng paraît être le mieux pour des plantes de tourbière. Alors moi je pense que c'est 100% tourbe parce que 100% Spheng sur des Sarracenia, ça me paraît compliqué. Je sais pas si vous. Non. Moi, j'y crois. Pas t'y crois, Non, d'accord. franchement, ouais, ouais, je pense que enfin, ouais, ouais, ça peut peut-être le faire avec des pots suffisamment balèzes où les plantes, elles peuvent aller chercher quand même, tu vois, Enfin, si elles peuvent vraiment s'enraciner profondément, ça peut être cool, quoi. Tiens, il y a un bruit Merci. bizarre, David. Merci pour le sub, Anoï. Il s'arrête jamais. Je vais faire, j'en profite rapidement parce que je l'ai pas fait. Mais pendant qu'on travaillait sur les sujets, il y a eu quelques follow. Merci pour le follow. Je vais montrer le ticket comme d'habitude. La caméra, elle en peut plus, j'ai l'impression. Hop, merci Valiteuse pour ton sub, pour ton follow. Merci Malcolm02 pour ton follow. Merci Philippe NPC pour ton follow. Évidemment, tout à l'heure, il y a un ticket qui n'a pas marché, j'en suis désolé. Je l'imprimerai, je me souviens plus de ton pseudo, mais merci pour ton follow tout à l'heure. Merci Hanoï pour ton sub encore une fois. Qu'est-ce que je vais en faire des étiquettes? Eh ben, je pense, voilà, vous voyez pas, mais j'ai un bureau noir en bois. Je pense que je vais les mettre sur le bureau et que je vais mettre quand j'en aurai plus que ça. Et je mettrai une plaque en plexi et je les mettrai voilà, comme dessous de bureau pour mon espace de stream. Voilà, je les ai toutes gardées. J'en ai 80 du coup. Et salut Alex, merci pour ton follow de tout à l'heure. Tu peux te unfollow et refollow. Normalement, ça devrait marcher l'imprimante si tu veux Ah essayer. non, J'aurais jamais dû dire ça. il va Ouais. les déchiqueter et il va en faire du substrat alternatif pour ces plantes carnivores qui fait pousser dans le terrarium juste derrière. Voilà, tout était lié depuis le début. C'était ça. C'était donc ça. Bon, Salut je vais Hanoï. ranger ces petites étiquettes. Parfait. J'ai remercié Nalessia pour son sub. Voilà, merci à tous pour vos subs et vos follow. Je le dis au début hein, dans le petite émission que je fais avant. Mais yes. Merci. Il faut que je refasse ces étiquettes, c'est n'importe quoi. Merci, tu as eu ta petite étiquette, c'est parfait. Yeah, ça marche. C'est parfait. Bah écoute, Merci beaucoup. ça fonctionnerait. On va te dire très vite, Hanoï, hein, Si, si, ça y ça est, là. va. On lance l'expérimentation là, On y est du substrat alternatif en étiquette de sub Twitch. Là, on tient un exact. truc. Là. Excellent, imagine. J'adore l'idée. Ça, c'est bon. Est-ce que vous avez déjà essayé le feutre horticole? Donc, cette espèce de matière là, qui s'étale. Et je sais pas si on peut le voir. Alors, je vais vous expliquer moi comment je l'ai utilisé ce truc. Enfin, j'ai utilisé un équivalent de ce truc-là. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ça là?
Pour les du tout. pings, ça doit marcher, ça, non? Pour les pingicula, non? D'ailleurs, c'est quoi ça? Ah, ça doit être de la laitue, non? Ouais. Peut-être, Est-ce que quelqu'un... ouais, peut-être, je sais pas, en vrai, ouais, peut-être, hein. Pour typiquement les Esseriana, les trucs un peu petits comme ça, qui a que dalle de racines, sur une paroi un peu, tu vois, genre un peu en pente, tu vois, avec de l'eau qui coule ou un truc comme ça se trouve, c'est pas con, ouais, pour les pings. C'est pas bête, mais je sais pas. Ça se tente, peut-être. Peut-être, Deuxième expérience peut-être. qu'on va tester sur cette chaîne. Exactement, on a des choses à faire. Euh, je regarde juste un truc. Hop, ça marche plus. Il y a... Oui, Tilou, je suis désolé, le jeu continue. Bah, je suis désolé, mais ça marchait pas. Je vais essayer de le relancer une petite fois, allez. Bougez pas. Ah, mais on a relancé le live, ça se trouve, maintenant ça marche. Non, c'est pas... Normalement, c'est pas le même soft. Je vais juste arrêter ça et le redémarrer. Si je fais ça, d'accord. Et... Error tracking, blablabla. Il est connecté à Twitch, tout ça. Il est content. C'est bon, il a démarré. Et si je fais... Hmm. Eh ben non, ça marche pas. Je sais pas pourquoi il le prend pas. Point, point, point. Ouais, c'est dommage quand même. J'ai pris quoi là? Yes, merci beaucoup. Qu'est-ce Jamais. que c'est? Merci Tilou pour le follow. Pour le sub. Qu'est-ce que je dis? Merci pour le sub. C'est parfait. Et pourquoi il marche pas ce truc-là? Eh ben, je sais pas du tout. Twitch config, c'est pas ça? Ça, on s'en Si fout. jamais, David, pendant que Ouais. tu check, je vous envoie la vidéo dans le chat du mélange qu'utilise Matt Soper, et il y a tout plein de commentaires super intéressants de plein de gens qui racontent un peu leurs expériences justement en substrat alternatif et gna 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 gna. Et typiquement, il y en a pour qui ça marche super bien, d'autres pour qui ça marche pas du tout. Typiquement, dans les climats un peu chauds, les gens, ils ont un peu de mal à se passer quand même de la tourbe qui tient bien l'eau, beaucoup plus que d'autres substrats alternatifs. Mais apparemment, je crois qu'il est anglais, qu'il est british, Matt Soper. Apparemment, en Angleterre, ça marche plutôt bien, peut-être parce qu'il fait plus frais, je sais pas. Donc voilà, et regardez les commentaires, c'est hyper intéressant et c'est en plein dans le thème en fait de ce dont on est en train de parler. Donc si ça vous intéresse, c'est une bonne porte d'entrée vers toutes ces thématiques-là. Ah, mais je sais pourquoi ça marche pas. Bouge pas. Un truc de sauvage. Est-ce que ça va marcher? 1-0. Ok. Je le relance, on va voir. Ok, et je vais retester le truc du jeu. Si ça marche pas, ce sera tant pis. Ok. Et si je me mets là... Ah, je sens que ça va pas marcher. Toi, Laurent, tu utilises d'autres substrats que de la tourbe? Enfin, tu remplaces la tourbe par des trucs ou pas? Donc, franchement, de toute façon, j'ai de la tourbe, quoi. Donc, je sais qu'à un moment, ça sera plus possible parce qu'ils vont certainement l'interdire, mais là, je pense que je serai dans la merde. Tout le monde va Ouais. acheter 250 sacs, puis voilà, quoi. Et c'est Ah vrai bah qu'il y a ça ça va aussi, faire. hein, parce que typiquement, moi je travaillais à Genève. À Genève, c'est interdit, je crois, ou c'est la sphaigne que tu n'as plus le droit de trouver? Peut-être la sphaigne, mais peut-être la tourbe aussi, je sais pas. Enfin, il y a déjà des endroits où ils commencent à légiférer sur l'utilisation de la tourbe blonde comme ça. Donc oui, c'est vrai qu'il y aura ça avant qu'il y ait d'autres problèmes aussi, hein. C'est vrai. Bah, pour l'instant, je vois vraiment pas de solution, sinon ce sera des trucs très chers, parce que la tour, l'intérêt c'est aussi que c'est très peu cher. Donc après, quand on est petit collectionneur, je vois pas comment on peut avoir une collection, belle collection avec des prix pas possibles. Où il y a certains collectionneurs, on voit ils ont des dizaines et des dizaines de Sarracenia. Alternative, c'est impossible. Déjà, avec la tour, ça leur coûte cher. Je vois pas comment ils pourront faire, hein. Mm. Ils font pas, c'est tout. Ouais. C'est ça. Après, c'est vrai que c'est. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi aussi. C'est des milieux qui sont hyper fragiles, qui sont peu nombreux, hyper fragiles, renouvelables, mais sur des temps qui sont pas des temps humains. Donc, bon, c'est c'est un peu inextricable, quoi. Un génie Ouais. qui invente un substrat alternatif qui ressemble à la tourbe et soit fait à partir de quoi, je sais pas, mais. À base de Ouais, déchets, ouais, bah, il faudrait.
Ah, c'est ça, mais justement, c'est pour ça que c'est intéressant toutes ces petites expérimentations, parce que si à partir du moment où on se rend compte qu'il y a un truc qui fonctionne pour les plantes carnivores, t'inquiète pas qu'il y en a qui vont sentir le filon et puis qui vont se Oui, mettre à en fabriquer en des quantités industrielles et puis c'est sûr. ça marchera. Et tant mieux, hein, par C'est ça. vrai. Bon, désolé, j'ai pas réussi à faire marcher le jeu. J'y travaillerai pour les prochaines confs, j'en suis désolé. C'est dommage. On vous fera gagner d'autres trucs plus tard. J'en suis désolé, on en était où? Je m'étais arrêté sur le feutre horticole, donc personne ne l'utilise. Je voulais vous montrer un autre truc qui ressemble un peu. Alors malheureusement, je crois que on n'en trouve plus. Est-ce que vous connaissez ça? Un truc qui s'appelle le short to grow. Alors c'est un truc qui à la base est fait pour de l'hydroponie, pour des plantes qui font rire. Et donc c'est un truc qui vient des États-Unis et qui visiblement ne sont plus. Moi j'ai cherché à en acheter pendant 2 ans, j'en ai pas trouvé. J'en ai trouvé en Espagne et j'ai acheté des petits cubes comme pas des cubes, des espèces de. C'est des espèces de feuilles comme ça. Et j'ai acheté un gros rouleau d'1 mètre sur 1 mètre. Ça ressemble à du coton, mais c'est de la matière. A priori, c'est une matière plastique d'origine pétrole, quoi. Je pense que c'est pour ça que c'est plus utilisé, par principe de précaution. Mais j'ai fait le test avec les graines de Nicolas qui m'a filé des graines il y a 2 ans de Sarracenia. J'avais mis une couche de billes d'argile. Par-dessus, j'avais mis une couche de short to gros là. Ça ressemble vraiment à du coton, hein, J'avais mis de l'eau là-dessus et en fait, ça a super bien poussé, super vite. Là, les graines sont sorties vite. Je me suis pas fait chier à enlever les racines parce que c'était pas vraiment emmêlé. Donc pour replanter juste les petits semis de Sarracenia, c'était vraiment nickel. Je pense que ce serait pas mal pour des pings, peut-être pour certaines Drosera. L'avantage, c'est que tu peux les nettoyer. Je Mhm. crois que ça passe pas à la machine, mais disons que tu mets dans de l'eau chaude avec un truc un peu neutre, tu dois pouvoir les nettoyer facilement. C'est renouvelable, enfin c'est renouvelable, c'est pérenne puisque tu le jettes pas. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Si un jour vous voyez un truc comme ça, pas trop cher, je pense que ça vaut le coup de faire un test. J'ai quelques feuilles. J'ai quelques feuilles, moi, à la maison. Si quelqu'un veut faire un test chez lui, je peux lui envoyer ça, c'est pas lourd, et puis il y a moyen, quoi. Ah, trop bien. Ouais, Euh, non, je connaissais pas. voilà. Donc, Surtout gros, ça s'appelle. Bon, il y en a sur Canawid, évidemment. Mais il y en a, où est-ce que j'ai vu? Il y a un truc grossiste hydroponique, là. Bon, voilà, faut chercher. Je sais pas, je crois qu'ils en fabriquent plus. Je crois pas te dire de bêtises. Disons que je crois qu'il. Ouais, on va rien trouver du tout, là. Ouais, non, effectivement, c'est fermé. Bon, en tout cas, si vous envoyez, il y en a des fois sur eBay, il y en a des fois, voilà, sur certains. Sur Amazon, il n'y en a plus. Mais voilà, c'est marrant, quoi. À tester. Je pense que ça peut être pas mal donc pour les semis et les petites plantes qui ont besoin d'une aération et d'avoir les racines à l'air. Et le Il y a, dernier truc, c'est le. Ouais, vas-y. il y a Dorian qui dit, on a parlé de la fibre de coco, mais est-ce que la poudre de coco, quelqu'un a essayé pour les Sarracenia, car c'est quasiment la même texture, ça retient bien l'eau. Je l'utilise pour mes semis de Nepenthes. La poudre de coco, du coup, ça serait de la coco broyée, c'est ça? Ou La fibre mixée, un truc déjà? ou la cosse ou la fibre? Ouais, je sais pas du tout, mais du coup, non, moi j'ai pas testé, mais est-ce que ça se trouve en France ça? Parce que je crois qu'il n'y a pas un truc où ça existe pas en France, où c'est pas commercialisé en France, ou je sais pas quoi. Ou justement, ils l'utilisent un petit peu, il me semble, en Angleterre, mais que ça n'existe pas en France. Il n'y a pas un délire comme ça, Dorian? La poudre, j'aurais peur, moi, d'un peu asphyxier les racines, non? En galet, d'accord. Ah, Ouais, c'est pas comme une les. galette, comme la tourbe, tu sais, la tourbe séchée, là, ils en font une espèce de galette un peu comme ça, puis tu mets une Ah, c'est goutte d'eau ça, ouais. dessus. Ok, ouais, ouais. Ça doit être un peu pareil. J'ai jamais réussi à faire des boutures avec ce truc-là. Jamais, jamais, jamais. Il y a des gens qui aiment bien, hein. Mais la tourbe pour les boutures et les trucs comme ça, j'ai jamais réussi à en utiliser moi. Mais ok, allez, Ah d'accord. ouais, Ouais, c'est une espèce de tourbe mais, compressée, quoi. mais ouais, en fait, le problème typiquement des substrats alternatifs à la tourbe, c'est que, en tout cas en France, on trouve rien qui soit suffisamment fin pour remplacer la tourbe, en fait, parce que les écorces de pin les plus fines, elles sont beaucoup trop grosses, quoi, ça Ouais. fait quelques millimètres, donc ça marche pas du tout. Et il faudrait les broyer soi-même, mais bon, putain, c'est un délire, quoi. Il faut avoir quand même du matos et tout. Et la fibre de coco, enfin la poudre de coco, du coup, moi je savais même pas que ça existait, mais c'est un peu le même problème avec la fibre de coco, j'imagine, quoi. C'est un peu trop, enfin, c'est pas assez compact, quoi, comme la tourbe, quoi. Donc je sais pas. Mais oui, je pense que c'est vers ces trucs-là qu'on est en train de tout doucement se diriger quand même pour remplacer la tourbe, j'ai l'impression.
qui est pas plus mal, ouais. Un dernier substrat que j'avais référencé qui s'appelle le Ceramis, est-ce que vous connaissez? C'est pas un truc de bonsaï, ça? Alors ouais, c'est l'idée. J'en Ouais, avais c'est parlé cool. avec un fabricant de LED qui a fait quelques tests, donc j'ai pas le résultat. Bon, a priori, c'est engraissé, donc utilisable en tout cas pas comme ça. Est-ce qu'il y a moyen de les débarrasser de l'engrais et d'en faire vraiment juste un substrat un peu neutre? Je sais pas, c'est assez lourd. Je pense qu'il y a moyen que ça tienne des plantes à tester peut-être avec des pings d'abord, assez tolérantes. Et puis voilà, est-ce que vous utilisez ce genre de truc? Est-ce que vous connaissez ou Pas du tout. pas du tout? Inconnu au J'ai- bataillon. Voilà, bah pour les plantes vertes, c'est beaucoup utilisé visiblement. Et ça relargue des minéraux au fur et à mesure, donc faudrait que je regarde vraiment la composition, mais voilà. J'en avais parlé, j'ai pas creusé plus les tests j'en avais parlé avec ce fabricant-là, mais voilà. Petite piste, même pas forcément pour des carnivores, mais si vous en avez besoin pour des plantes vertes, c'est pas donné, Dorian mais dit ça a l'air que, pratique, ouais. Dorian dit que ça a l'air de fonctionner pour certaines Nepenthes, comme Attenboroughi ou Palawanensis. Le nom. Je crois que j'ai jamais vu cela. C'est des Pokémon, les trucs. Ah, j'adore. Et Thilou, le compost d'aiguilles de pin, pour moi, ça peut le faire en vrai, hein. J'y pense toujours. Ça fait 2 3 ans que je l'ai dans un coin de ma tête. J'en avais même ramassé, mais j'ai oublié de faire des tests avec parce que c'est trop le bazar, quoi, c'est trop compliqué. Mais oui, oui, enfin, bah, justement, en fait, le compost d'aiguilles de pin, ça permettrait d'avoir un truc qui ressemble à de la vraie terre, quoi. Mais C'est vu que c'est ça. des aiguilles de pin, normalement, ça se décompose pas très bien, c'est acide. Bon, il y a peut-être une chance que, tu vois, ça mélangé à d'autres choses, mélangé à gna 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 gna, t'arrives à faire un truc qui soit pas trop dégueu, quoi. Après, Mais ouais, les aiguilles d'ailleurs, de pin, c'est ouais. je suis en train de penser au mélange là de Matt Soper. S'il fout de la, c'est quoi, c'est de la laine de roche qu'il met dans ces mélanges-là. Après, qu'est-ce qu'on en fait de la laine de roche? Tu peux pas y mettre au compost ou, enfin, comment tu fais après pour le séparer du reste du Tu crois, mélange? Enfin, tu crois que c'est faut pas peut-être penser compostable, à ça? ça. Je sais pas, j'en sais rien. La laine de Je, je, verre, c'est pas compostable, mais la laine de roche, je sais pas. je sais pas comment c'est fabriqué. Je sais pas du tout de quoi c'est fait, quoi. Si c'est, je sais pas. Si quelqu'un sait. Je me suis fait un Eh, composteur avec que des aiguilles de pin, j'attends trop bien. Et ça, et du coup, tu veux faire quoi? C'est vraiment pour tester un nouveau substrat, quoi. C'est ça, Tilou? Tu veux le tester avec quoi? C'est intéressant, Ouais, je ça. pense qu'il faut prendre Hein. les aiguilles de pin en fait petit à petit, tu sais, qui sont un peu plus décomposées que des aiguilles de pin toutes seules, quoi. Ok. Mais le truc, c'est que j'imagine que c'est un peu tendu parce que si tu le fais trop décomposer, ça devient riche après. Donc ça, c'est un peu emmerdant, quoi. Donc je pense qu'il faut essayer de trouver le juste milieu. Je sais pas. Moi, j'étais allé en forêt, dans des forêts de conifères. Là, j'avais gratouillé les quelques premiers centimètres de terre, enfin Ouais. de terre, de substrat, où tu as en gros ça d'aiguilles de pin, et puis en dessous, tu as à peu près pareil, un espèce de mélange aiguilles de pin, branches, et puis un peu de la terre, quoi. Ok. Et c'est là-dedans que je voulais faire des tests. J'ai pas pu le faire encore, mais à tester, à voir. C'est peut-être trop riche, hein. C'est peut-être déjà trop riche pour des carnivores, mais bon, les sarracénias, elles acceptent assez bien les terres un poil plus riches. Je sais pas. À voir, ok. Les aiguilles de pin, en fait, c'est bourré de tanins, donc est-ce que ça c'est pas dangereux pour les carnivores? Je sais pas trop. Peut-être. C'est peut-être pour ça que personne le fait aussi, hein. Sauf toi. Non, mais tu vois, non, j'ai jamais essayé encore, hein. Mais tu vois, Oui, ça je pousse dans sais, j'ai des, essayé. ça pousse dans des pinèdes, des trucs comme ça, les sarracénias, donc c'est pas complètement invraisemblable, quoi. Après, c'est pas les mêmes Ouais. espèces, hein, mais c'est pas les Moi, mêmes les miennes, milieux, c'est pas les mêmes. mon bac de Sarracenia, il est sous un sapin dans le jardin et ça tombe, il y a un centimètre, enfin un demi-centimètre d'aiguille de sapin dans les pots de Sarracenia et il n'y a aucun problème, hein. Après, c'est de la tourbe, hein, évidemment, mais. Alors, en termes de tenue des Sarracenia, je sais pas, en tout cas, elles ont pas l'air de souffrir de cet apport d'aiguille de sapin, pour le coup, sapin de Ouais, donc Noël. la résine n'est pas super toxique a priori, quoi, Ça a de l'air base. d'aller, Ok. ça a l'air Ça d'aller. veut pas dire que si t'en mets dans la terre, ça crève pas, mais ok. Donc voilà, pourquoi pas tester? Bah écoutez, on va faire un test de LED si jamais. On peut peut-être mettre ce test-là dans le protocole de test des rails de LED que je vais tester bientôt là. Il y a 9 ou 10 bacs par. On peut essayer, on va y réfléchir, Arthur, voir si on peut tester ça. Bah écoutez, c'est bon pour moi sur Il y a les substrats Franck, alternatifs.
Vas-y. Franck Drébin, juste qui dit laine de roche, c'est issu de la fusion de roches de Basaltique. basalte, en Ok. gros. Ah, mais du coup, est-ce que c'est bon de foutre ça directement comme ça Est-ce que dans ça la se terre? composte ou pas? Je vais regarder. Ouais, est-ce que. Je sais pas, hein. Je suis pas sûr, hein. Je sais pas. Je regarde. Vite fait. Ça brûle très bien, Euh, donc il doit y avoir de la résine. Ouais, ouais, ça c'est sûr qu'il y a de la résine par contre, hein. Non. Mais après, Franchement, peut-être que justement. le mieux, excuse-moi, Vas-y, vas-y. le mieux, ça paraît quand même être le coco et des déchets de coco, hein. Le pH, il est quand même pas mal pour les carnivores, c'est un déchet. Si ça peut fonctionner, c'est pas très cher, hein, vraiment. ouais, ils ont l'air de dire que, bon, je sais pas trop ce que ça vaut, mais que ça se recycle dans les déchetteries et qu'ils y font à les transformer pour être réutilisés. Du coup, je pense pas que ce soit compostable en fait. Ouais, du Laine coup, de roche, hein, si. j'ai mis. À vérifier, mais c'est le Ouais. premier truc qui sort, Parce que quoi. du coup, c'est vrai que si c'est un bon substrat, c'est cool, mais si après tu peux pas acheter enfin, Ouais, ça, si après c'est le bordel, enfin, si après tu fabriques du coup plus de déchets, c'est un peu c'est ça. compliqué aussi. Ça n'a pas de sens, quoi. Mm. Désolé, je termine mes graines de tapioca. Hmm. J'ai Ah, fait le pas de souci. tour des, j'ai fait le tour des substrats alternatifs. Est-ce que vous en avez d'autres peut-être à citer que vous avez essayé, vous deux ou dans le chat? Est-ce qu'il y a autre chose que tout ça? Ouais, Donner moi, quelques pistes, mais. je me dis que bon, pour les Sarracenia, c'est chaud, mais la sphaigne, c'est quand même la base, quoi, hein. Et je suis sûr qu'on peut faire pousser des Dionnées, plein de Drosera, même moi, toutes les semis de Sarracenia, avant, je les faisais en full sphaigne, et bon, ça marche, hein. Peut-être que ça pousse un peu moins vite et tout, mais bon, ça Ok, fonctionne, quoi. on Je aura pense toujours que cette la sphaigne, solution. et puis après, bon, voilà, le problème, c'est qu'il faut que ce soit pas de la sphaigne qui ait le même problème que la tourbe et qui pille des tourbières, quoi. Mais Oui, c'est sûr. si c'est un truc bien fait, ça peut valoir le coup, hein. Et il y a quelques cultivateurs qui cultivent eux-mêmes leur sphaigne et qui en ont par-dessus la tête, ils savent pas quoi en faire et ils sont en train de tout passer leur pot en sphaigne et puis ils en ont encore en trop, quoi. Donc ça pousse bien et tout. Je sais pas, je me dis qu'il y a peut-être moyen. Ouais. Puis Laurent Moulin qui a fait sa conférence là-dessus, là, moi ça m'a pas mal convaincu. Enfin, je me dis qu'il faut peut-être pas essayer de chercher trop trop loin et au moins pour certaines plantes, tu vois, commencer par ça et Ouais. puis après continuer à gratter pour le reste, hein, mais je pense que ça peut être pas mal, quoi. Ok, T'as bah raison, écoutez, c'est si vous raisonnable, voulez. ouais. Hein, t'as dit quoi, Laurent? J'ai dit, ouais, t'as raison, c'est raisonnable de faire comme ça, quoi, d'essayer ça et puis après voir, quoi. C'est vrai que ça Mm. paraît. Il y a Tilou qui nous dit que la coco finit par composter avec l'humidité. Ah, il faut que ce soit vraiment dans un truc bien aéré, quoi. Et il y a Franck qui demande s'il y a de la moisissure dans le full sphaigne. Normalement, si je dis pas de bêtises, la sphaigne, c'est, comment on dit? Anti-moisissure, anti-champignon. Ouais, normalement, il n'y a pas trop Ouais. de problèmes comme ça dans le full sphaigne. Il y en a qui Le disent que seul- ça peut quand même moisir, mais au contact de la tourbe, bon, je sais pas, moi j'ai jamais trop observé ça. Le truc qui est un peu chiant avec la sphaigne quand c'est détrempé, c'est que t'as un peu des algues qui se mettent à pousser dedans et tout, donc bon, ça c'est un peu chiant, mais sinon, non, en vrai, je crois pas, hein. Surtout si t'as de la sphaigne vivante au-dessus, en vrai c'est assez pratique la sphaigne vivante sur plein de plantes carnivores, parce que si ta Ouais, sphaigne elle est en bonne santé, ça veut dire que ton eau est bonne, ton substrat est bon, c'est tes ça. conditions sont bonnes, enfin c'est pas mal, hein. Quand je les ai mis, ça fait pas très longtemps que je fais le surfaçage de mes Sarracenia avec de la sphaigne. Et franchement, c'est incroyable de voir à quel point c'est efficace, quoi. Ça pousse à une Mhm. vitesse, il n'y a pas de problème. Enfin, alors, sur les dionnées, tu peux pas parce que la plante, elle étouffe tout de suite si jamais la sphaigne, elle se développe vite. Les Drosera, je pense que c'est un petit peu pareil. Je sais pas s'il y a des très grandes Drosera, je crois pas. Mais sur les Sarracenia, en tout cas, moi, je fais tout en surfaçage de sphaigne avec de la tourbe, pour l'instant. Vous allez peut-être me convaincre de passer à la sphaigne pure, mais on va voir. Ouais, typiquement pour purpurea, je pense que c'est complètement jouable de la Hmm. passer en sphaigne pure, quoi. Après, des Mourei qui font 1 mètre Ah, c'est de ça, haut, j'en sais rien, mais, compliqué, ouais. mais bon. Et Dorian, il dit, j'ai des Drosera capensis en sphaigne, ils poussent, même si ça reste une plante très facile de culture. Ouais, ouais, bah, c'est ça, des Drosera un peu basiques, entre guillemets, ça pousse très très bien en sphaigne, hein. Antifongique uniquement si elle est vivante, la sphaigne, ouais. Ouais. Et en sphaigne morte, bah, c'est pareil en fait, hein. C'est exactement pareil, sauf que t'as pas le souci justement de la sphaigne qui pousse et qui envahit tout, quoi. Donc pour les petites plantes, pour les petites Drosera, typiquement les Drosera de chez nous, là, les petites Hmm. tempérées, en sphaigne morte, c'est pas mal. Comme ça, t'as pas besoin d'aller avec ton petit ciseau couper toutes les têtes de sphaigne vivantes, là. C'est pas plus mal. Euh,
J'ai une mini tourbière en full sphaigne morte et Drosera en pleine santé. Bon, bah écoutez. Si ça fonctionne, allons-y. On a déjà une bonne solution pour passer outre le problème de la tour. Parce qu'il y a une bonne chose. Bah écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là pour le sujet principal, parce qu'il est quand même déjà tard. On se sera un petit peu étalé sur ce sujet, mais c'est pas plus mal. Je vais reprendre rapidement. Qu'est-ce qu'on avait à dire? Bah écoutez, je vais vous parler de la plante du mois, qui est la plante pour laquelle vous avez voté la dernière fois. Je redonne quand même les scores pour qu'on sache un petit peu ce qu'il y avait eu comme vote. Alors, il y avait eu 5 votes pour donc la plante de ce soir, c'est la Nepenthes ampullaria. Il y avait 2 votes pour Drosera filiformis, il y a eu 2 votes pour Sarracenia leucophila, un vote pour Elianthora pulchella et 0 vote pour la pauvre Pingicula esseriana, que j'aime beaucoup, mais pas de vote cette fois-ci, tant pis. Donc ce sera Nepenthes ampullaria ce soir. Je vais juste afficher les bonnes images. Je vais faire ça bien. Alors, ici, je vais enlever ça. Excusez-moi, je m'organise vite fait. Tac, ça, je peux l'enlever. Et je me suis fait, normalement, un petit diaporama. Alors, si j'enlève ça, et je mets les autres. Je vais pas vous remettre les ostracodes, je pense que vous avez donné, quoi. Hop. Et le répertoire, c'est celui. Ok. Je vais le mettre à la place de ma webcam dessus, ça ira bien. Tac, normalement, vous voyez mon écran avec les images. Elles vont passer au fur et à mesure. Je sais pas si ça va faire un diaporama, combien de temps. Ok, c'est pas grave. Tac, je sais pas. Ok, bon, c'est parti. Je reprends juste ma feuille et je vous explique ce qu'est cette Nepenthes ampullaria. C'est pas du tout là. Et c'est toi que je cherchais. Ok. Donc, je sais pas si il déroule. Attendez. J'aimerais bien qu'il déroule le diaporama, mais j'ai l'impression qu'il veut pas. Si. Alors attendez, on va faire autrement. Je vais juste faire une fenêtre avec les images. Ça ira très bien. Hop, c'est celle-là. Je vais les mettre comme ça. Je vais mettre en plein écran et je vais vous les montrer au fur et à mesure. Tac, je vais partager ça. Et Si jamais, juste pour voilà. rebondir sur Ouais, les trucs allez. du chat, là, parce qu'en fait, je l'écrivais, mais en fait, je peux le dire à l'oral. Ouais, les sphènes, du coup, c'est une famille. Alors, j'essaie de retrouver le nom de la famille exactement. Ça doit être Sphagniaceae, si je dis pas de bêtises. Et donc, en fait, il y a plein d'espèces, hein. Après, ouais, c'est ça, c'est une famille, les Sphagniaceae. Le genre Sphagnum, c'est le plus. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pas sûr qu'il y ait d'autres genres. Il y a peut-être un ou deux autres genres. Et on dirait qu'il y a d'autres genres. Mais donc le Sphagnum, c'est un genre. Et à l'intérieur du genre Sphagnum, qu'est-ce qu'il dit Wikipédia? Combien il y a d'espèces? Ah oui, il y a entre 1500 et 3500 espèces. Donc on ne sait même pas trop Il y a de quoi faire un. combien il y a d'espèces et tout. Et en fait, on ne sait pas trop faire la différence entre les différentes espèces de sphagne, quoi. Donc c'est. Voilà, il y en a Ok, beaucoup, mais et puis les sphènes, du coup, elles font partie quand même de la même grande famille des mousses de forêt, là, comme Thilou dit, mais ok, elles n'ont pas les mêmes caractéristiques, on les trouve pas dans les mêmes milieux, etc., quoi. C'est pas les mêmes choses. ça marche. Je repars sur les ampullaria. Donc, c'est des plantes qu'on va trouver sur la carte que je vous ai montrée là. Donc, Bornéo, Malaisie, Nouvelle-Guinée, Sumatra et Thaïlande. Je vous remets les images au fur et à mesure. Hop.
Et ça, voilà, je vais vous les passer au fur et à mesure. Ça passe. Voilà, c'est cette plante-là donc. Donc c'est une plante avec des pièges qui vont jusqu'à 7,5 cm de haut en gros et qui vont des couleurs du vert pur au rouge. Putain, ma webcam marche plus, c'est pas grave si vous m'entendez toujours. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Dans le cas de cette plante du sa morphologie, l'opercule n'a pas pour but d'empêcher la pluie d'entrer. En fait, elle récupère cette plante, vous voyez l'opercule qui est complètement à l'inverse du piège, en fait. Et en fait, ça permet à la plante aussi de digérer ce qui tombe des arbres, parce c'est une plante qui est donc plutôt une plante de sous-bois, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est une Nepenthes donc Lowland. Elle demande un terrarium dans lequel on va recréer des conditions de plaine tropicale. Donc ça va être de l'humidité élevée, ça va être des températures constantes le jour et la nuit, entre 25 et 28 degrés si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier vous m'entendez toujours sur Twitch là? C'est bon pour vous? Ouais, ouais. Ok, c'est bon. Donc c'est Attends, une sur plante qui Twitch, se je sais nourrit. pas, mais Ouais, si ça a l'air d'aller. Ça lagouille encore. ouais, Je vais je crois que vérifier c'est quand même. bon sur Si c'est Twitch. bon, ok, ok. On continue. Une plante commerciale. Oui, c'est non, c'est bon. Donc elle se nourrit d'insectes, mais aussi de manière majoritaire, ce que je vous disais, des déchets d'arbres. Donc ça, c'est des. Il y a eu une étude qui a été faite, ouais, une détritivore, c'est ça. Exactement. Et majoritairement, c'est des déchets d'arbres et pas des insectes qui tombent dans ces pièges, quoi. Donc effectivement, c'est une détritivore, comme le dit Dorian. Donc en donc il y a ça, et elle abrite aussi la vie, il arrive que dans les urnes, on trouve à la fois des têtards de différents stades de grenouilles qui s'appellent Microhyla bornensis, que je ne connais pas. Et c'est aussi possible d'avoir dans ces petites urnes une araignée crabe, pardon, qui s'appelle Misumenops nepenticola. Voilà, vous avez le détail. À tes souhaits. Voilà, donc ça va du crabe jusqu'au moustique, hein, ce qui cohabite dans ce truc-là. Ça a été découvert il y a un petit moment, 1819, donc ça fait plus de 200 ans. Et elle est actuellement sur la liste rouge de l'UICN comme une espèce qui présente une préoccupation mineure, donc celle-là n'est pas vraiment en danger pour l'instant. Il y a quelques hybrides naturels, j'en ai noté deux. Bah, la première dont on parlait tout à l'heure, qui est Eucariana, qui est un mix entre Ampullaria et Rafflesiana. Et on a un deuxième hybride naturel qui s'appelle Trichocarpa, qui est un mix avec Nepenthes gracilis, que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai posé la question à François May, que vous connaissez sans doute, qui fait donc des photos, des dessins, etc. Je lui ai demandé pour toi, Nepenthes ampullaria, pour toi ça évoque quoi? Et il m'a dit, ça m'évoque des œufs, à cause de la forme urcéolée. Je ne connaissais pas ce terme, voilà, c'est en forme d'œuf. Les sous-bois, puisque c'est son habitat de prédilection. Et une crèche, a-t-il ajouté un troisième élément, puisqu'effectivement ça héberge des têtards et des grenouilles. Voilà, ce dont je viens de vous parler, quoi. Donc voilà pour cette NEP. Je vous montre quelques photos. Je remercie tout le monde. Il y a Arnaud Gutiérrez qui nous a filé des photos. Je vais ramasser tout le monde parce que c'est. Ok, on va y arriver. Ça, c'est Olivier Marthaler qui nous a aussi filé des photos d'Ampullaria. Il n'y a pas le détail, hein, évidemment, des espèces, mais voilà. C'est toutes les formes d'Ampullaria qu'on peut avoir. Damien, merci à lui de nous avoir aussi filé des photos. Il y a Dorian qui nous a aussi filé des photos, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça fait des jolies plantes. Celle-là, je ne l'ai pas encore, mais franchement, ça donne quand même envie. Il y a des très jolies photos dispo sur Facebook. Celles-là, je les ai demandées, on me les a données gentiment. Il y en a combien? On va faire le tour des 40. Damien m'en a donné pas mal. Il y a vraiment toutes les couleurs, hein. Vous voyez, à chaque fois, cet opercule qui est vraiment à l'inverse de la plante, ça c'est quand même vraiment incroyable. J'ai appris ça, l'utilité de ce truc, en faisant cette petite rubrique. Voilà, 27, on en a David, est-ce que d'autres. tu sais si Ouais, c'est une vas-y. plante plutôt highland, enfin plutôt d'altitude ou plutôt de basse C'est altitude? D'Orient, tu pourras peut-être nous dire si jamais. c'est du lowland, cette plante, a priori, hein. C'est marqué que ça se On cultive en dirait, lowland. Si je peux ok. peut-être valider, ouais, Dorian en tant qu'il spécialiste des NEP. Moi, c'est pas du tout mon cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme photo? Dorian, bah voilà, c'est une de ses photos. Toujours des très jolies plantes. Encore des petites urnes. Ça, c'est Serge qui m'a envoyé quelques photos de ces plantes aussi.
C'est trop mignon. Et en fait, ça a tendance à se mettre, à s'étaler sous forme de tapis, évidemment, pour récupérer un maximum de détritus possible. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a une plante qui a cette forme-là, quoi. Encore une photo de Dorian, celle-là, elle est vraiment super jolie. Et quelques photos de Serge encore. Voilà, j'espère que ça vous donne envie d'acquérir. Merci à Morgane aussi qui m'a envoyé 2 photos, je crois. Je sais pas si on a vu passer l'autre. Merci à lui. En tout cas, voilà, on revient au début de la présentation. Voilà pour la plante du mois. On refera un sondage, puisque là, il ne marche pas, sur les conférences du mois d'octobre. Donc, vous choisirez pendant les conférences d'octobre la plante dont vous voulez qu'on parle pour la table ronde du mois d'octobre. Le nom de celle-ci, c'est quoi, David? C'est Nepenthes ampullaria. Ampularia. Sur le net, elle est toute rouge. En fait, ça dépend des variétés et des cultivars, hein. Si je dis pas de bêtises, il y a plusieurs types. Je sais pas, il doit y en avoir, je sais pas combien il y en a. Ouais, il y en a plein. Exactement, mais il y en a plein, plein, plein avec des noms différents. Alors, je vais juste faire un truc, c'est que je vais sur ma webcam, je vais juste la remettre en place. Hop, je vais changer de webcam. Désolé, c'est pas terrible comme ça. Voilà, je remets l'autre. Voilà, désolé. Ça marche pas très bien ce soir, dis donc. Et si je me mets comme ça fonctionne. Ok, elle remarche. Ma webcam remarche. C'est un miracle. Donc voilà pour moi sur cette petite plante bien sympathique. On va passer à la suite de notre programme, sauf si vous avez des questions. Celle que tu avais en photo, c'était quoi du coup? Alors, j'ai pas les détails, mais je pourrais te retrouver ça en fonction des personnes qui me l'ont donné. Anaïs, je pourrais te faire ça. Ouais, il faut un terrarium un peu spécifique, effectivement. C'est un peu, voilà, il faut un peu de matériel pour ce genre de plante. Si vous avez vu la présentation de Dorian qui avait été faite pendant la Carniconf de Dionnet, vous savez à quel point ça peut aller loin la culture de nef. Donc, ouais, il faut un peu de matériel, c'est sûr, être bien organisé. Moi, j'ai un petit terrarium à la maison, mais c'est loin d'être ça. Ça, c'est bon. Et on a dit qu'on passait après à quoi? Bah, je vais passer la parole à Laurent pour nous parler de l'AG de Dionnet qui aura lieu à Nantes bientôt, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en Ouais, dire, Laurent? exactement. Le 7 et le 8 octobre prochain, le samedi, attends, je vérifie, c'est bien ça. Ça, le 7 et le 8. Donc il y a l'AG de Dionnet. Dionnet, donc c'est l'association qui est la plus grosse association sur les plantes carnivores en France. C'est elle qui organise en particulier il y a la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine ou non? Oui, c'est la semaine prochaine, c'est Ouais, ça. ouais. Enfin, c'est ce week-end, ouais. Et donc voilà, c'est une belle association. Et donc chaque année, Dionnet organise son AG dans une ville différente. Et cette année, c'est Nantes. Euh, alors, on va aller au Jardin des plantes de Nantes. Parce que on a un intervenant qui nous ouvre les portes du jardin et puis on va faire l'AG à 14 heures au Jardin des Plantes de Nantes. On se retrouve un peu avant. L'AG va durer une partie de la journée. Ensuite, on se retrouve ensemble pour manger, pour le dîner. Et puis le lendemain, on va aller visiter 2 tourbières, Ok. une dans le Loire-Atlantique et puis une dans le Morbihan. Donc, là encore, on a des spécialistes qui vont nous faire ces visites, donc ça va être plutôt sympa. Donc voilà, si vous voulez venir à Nantes, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Je rajoute que aujourd'hui, j'ai eu dans ma boîte aux lettres, hop, voilà, le numéro de Dionnet du mois d'août. Je vous invite Exactement. à. Tu l'as reçu aussi. Voilà. Il y a plein de choses dedans. Bah, allez sur le site de Dionnet. Faites-vous une petite adhésion peut-être, hein. Enfin, ça coûte rien. Ça coûte pas grand-chose. Et puis, Ça coûte bah, c'est pas, cool ça quand coûte pas même de plus d'argent. soutenir. Voilà. C'est vraiment Et pas. là, à Oula, ça bug un peu ou c'est Nantes, moi? c'est Non, ouais. surtout Aurélien Bourg qui est un excellent spécialiste qui s'est occupé longtemps de Nancy, la botanique de Ok. Nancy, qui nous a quand même pas mal de trucs et qui fait pousser des trucs assez sympas à Nantes dans ses serres, quoi.
cette vidéo. Trianta accidentalis, ils sont en train de le faire pousser. Ah, Donc, les fameux. Ok. Donc, bah, ceux qui ça, veulent, hop, les fameux. Donc, vous avez ouais, un petit fascicule avec pas mal de choses. Pour ceux qui connaissent pas trop cette revue de Lyonnais, ce mois-ci, il y a à la rencontre de Drosera Anglica dans les Pyrénées, il y a la bourse de graines, il y a un calendrier, il y a les nouvelles espèces de plantes carnivores qui ont été publiées en 2020, il y a une expédition en péninsule malaise, il y a découverte d'une nouvelle espèce, tour en Malaisie, observatoire des plantes carnivores dont Arthur nous parle souvent et qui fera l'objet d'une conférence à le vendredi matin, si je dis pas de bêtises, vendredi après-midi, je sais plus. C'est vendredi, je crois. Et il y a des infos sur aussi sur la dernière page de celui de ce mois-ci. Voilà. Évidemment, il est stressé à cause de sa cuisine. C'est stressant. Donc voilà, merci Laurent pour le petit point sur l'AG. Je vais laisser la parole à Arthur qui va nous parler de son article du mois. Dis-nous ce qu'il en est. Si tu veux partager ton écran, Je je vais peux de suite m'arranger. partager mon écran. J'espère que ça va marcher. Ouais. Ok. Paf. Alors, ça, je l'enlève. Et ça, je fais ça. C'est ça, regardez le stream. Ah, là, je veux juste montrer une petite vidéo avant de commencer la présentation qu'on avait déjà montrée dans un Chill Con Carni. Alors, bah, vas-y, t'es à ta place. Je vais le déplacer. Attends. Comment on fait? Tu dois être par ici. Alors. euh, Non, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est peut-être toi là. Attends. Non, non plus. Tu me dis, hein, parce que je Euh, vois plus le live, moi. ouais. Attends, je vais faire autrement. Bon, c'est pas grave, je laisse comme ça. On voit plus ta tête, mais on voit ton écran. Ce qui est plutôt une bonne chose. Donc, ouais, on voit ton partage d'écran et il y a ma webcam qui lag encore. Mais vas-y, je pense que ça devrait aller. Essaye. Tente ta Ok. chance. Ouais, du coup, je vais vous présenter un petit article juste après, mais avant ça, je voulais juste vous remontrer une vidéo qu'on avait regardée pendant un des Chill Con Carni qu'on avait fait, je sais plus quand c'était, et qui montre en fait comment les Dionnées arrivent à repousser après un feu de forêt. Donc en fait là, ils avaient fait une espèce d'expérience, je sais pas si vous voyez, on a les mois de l'année là On en voit, haut à ouais. gauche. Et voilà, il y a des petits effets un peu incroyables aussi sur la vidéo. On s'en fiche un peu. En gros, ils ont filmé pendant un an, enfin, ils ont fait plein de photos pendant un an de quelques individus de Dionée comme ça. Et ils montrent qu'en fait, après un feu, et ben, ils repartent quand même pleine balle, quoi, vous allez voir. Voilà, donc là en avril, il y a tout qui a cramé. Leur espèce de prairie où elles poussent, ça a tout brûlé, comme vous pouvez voir sur les photos. Mais c'est fait exprès, hein. C'est des feux qui sont contrôlés je vais vous expliquer pourquoi, mais qui sont, voilà, tout ça c'est fait exprès. Et en fait, D'accord. vous allez voir que les Lyonnais s'en sortent très très bien. Donc en fait, ça ressemble à ça. Donc tout est un peu cramé, moche, quoi. Voilà, donc la majorité des pièges meurent au bout de quelques jours quand même, mais Oh après, la voilà, au vache. bout de juste 3 mois après, quoi, il y a toutes les plantes qui repoussent et puis il y a vraiment zéro problème, quoi. Incroyable. Et ouais, 4 mois après, on se rend même pas compte que ça a brûlé, que ça a brûlé, quoi. C'est Donc dingue. voilà, je voulais juste vous montrer ça pour montrer que en fait, la Dionée, elle est parfaitement adaptée au feu de forêt, qu'il y a aucun problème. Et du coup, l'article que je vais vous présenter, c'est celui-là. Et alors, attendez, j'ai une petite présentation. Hop, est-ce que c'est tout bon là? Est-ce qu'on voit Ouais, David? on voit. Ok. Alors, du coup, le nom de cette présentation, enfin, moi je l'ai appelé Comment la Dionée protège ses pièges des feux de forêt. En vrai, c'est un nom un peu capillotracté que je vais pas vous lire. Euh, donc, c'est un article qui a été publié en 2023 dans la revue Current Biology et les auteurs, c'est Guang Wang et Rainer Edrich et ils sont tous les deux dans une université allemande du sud de l'Allemagne. Et donc, je vais vous présenter un petit peu les résultats de cet article qui traite de la Dionée en fait, hein. Et avant ça, je vais commencer par une petite introduction.
Donc, l'habitat naturel de la Dionée, vous devez le connaître, ça se trouve aux États-Unis, dans les États de Caroline du Nord et Caroline du Sud. Donc, c'est l'espèce de petit rond vert que vous voyez à l'est des États-Unis. Je ne sais pas si je peux me balader là. Ouais, ici, à l'est Ok, des ouais. États-Unis. Donc, c'est assez petit. Alors, il y a d'autres populations. Celle typiquement qu'on vient de voir dans la vidéo, elle vient plutôt de par ici, mais c'est une population invasive qui a été plantée. Mais voilà, son vrai habitat naturel, c'est ici. Son habitat naturel ressemble à ça. C'est en fait des espèces de forêts qu'on dit ouvertes, parce que bon, ça reste des forêts parce qu'il y a des arbres, mais elles sont ouvertes dans le sens où on voit qu'il y a quand même des prairies qui poussent, ça reçoit du soleil, etc. C'est pas des forêts dites fermées où en fait tout est couvert par les arbres. Et là, on voit d'ailleurs qu'elles poussent en compagnie de Sarracenia, etc. Donc c'est des marais, des forêts ouvertes détrempées, donc plein d'eau. Il faut savoir une chose de ce type d'habitat. Donc vous voyez, là c'est une représentation très caricaturelle de l'habitat. Donc vous avez les grands arbres ici, des petits arbres qui poussent au milieu de ces petites prairies là qui existent encore vu que bah, il y a encore pas mal de soleil qui passe, etc. Il n'y a pas des arbres partout, donc il y a des petites prairies. Et c'est dans ces petites prairies là, en fait, en plein cagnard, qu'il y a les plantes carnivores qui peuvent pousser. Et sauf qu'en fait, si vous laissez ce type d'habitat se développer tout seul, sans rien faire, sans intervenir, eh ben, il y a quand même de fortes chances que petit à petit, les arbres se mettent à pousser. Donc les petits arbres deviennent des grands et puis refont des petits arbres à côté, etc. Et du coup, on dit que le milieu se ferme. Et à ce moment-là, bah, il n'y a plus de place, enfin, il n'y a plus de soleil pour les prairies. Donc les espèces de prairies disparaissent petit à petit et donc les plantes carnivores disparaissent petit à petit. Du coup, bon ça je pourrais en parler pendant des heures du pourquoi, du comment, mais voilà, si jamais vous avez des questions, vous pouvez le dire dans le chat. Mais en gros, parce que on a voulu contrôler beaucoup toutes les dynamiques naturelles des habitats, et ben, en fait, on est obligé, si on veut conserver les espèces qui poussent dans les prairies, comme les plantes carnivores par exemple, et ben, on est obligé en fait de prescrire des feux régulièrement pour brûler tous les petits arbustes qui poussent, toutes les hautes herbes, etc., pour garder un milieu qu'on appelle ouvert. Donc un milieu où on a encore ces prairies et où on a les plantes carnivores qui poussent. Donc vous avez vu que les plantes carnivores, enfin en tout cas les lionets là, elles sont parfaitement adaptées au feu, les sarracénias c'est pareil. Donc ça fait partie un peu de leur écologie, donc il n'y a pas trop de problème, en fait, ça marche très bien comme ça. Mais voilà, c'est pas criminel de mettre le feu à ces habitats, c'est vraiment pour les garder dans un état spécifique que nous, on veut, parce que c'est important pour la conservation. Et donc, la question que se sont posées les auteurs, après des observations, c'est comment les Dionnées arrivent à protéger leurs pièges des feux. Alors, on a vu dans la vidéo juste avant que les Dionnées, elles arrivent à survivre, mais en fait, vous allez voir que les Dionnées, elles arrivent aussi à protéger leurs pièges pendant au moins quelques jours après les feux, et les auteurs se demandent en fait pourquoi. Donc, les grands résultats de cet article, c'est les suivants. Pour commencer, ils ont fait des simulations de feux de forêt, mais avec des Dionnées de collection. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Je sais pas si vous voyez, hein, vous me dites si jamais Ouais, il y si, a un si, on voit, on problème. voit. Donc on a de l'espèce de paille, là, de foin qu'ils ont posé sur un pot avec des dionnées dessous, ils y foutent le feu, et puis et ben, ils observent un petit peu ce qui se passe, et vous allez voir ce qu'ils ont observé. Bon, c'est un petit feu, hein, mais bon, ça mime quand même un peu ce qui se passe Ok, dans la ouais. nature, quoi. Et en fait, 5 jours après, déjà, bah, on se rend compte qu'il y a des pièges qui sont encore vivants, qui sont encore ouverts, hein, même s'ils sont un petit peu quand même cramés sur les bords. Et en fait, bah, ils se rendent compte de quelque chose d'assez impressionnant, c'est que quand ils font un test pour voir si le piège peut se fermer, bon là, il met vraiment du temps à faire ces deux stimulations du piège là. Ouais, quand même. Et quand il les fait, bah, il se rend compte Ah, que le piège, en fait, il fonctionne encore alors qu'il est à moitié cramé. Enfin bon, c'est un peu bizarre, quoi. t'as une question Donc, d'Hanoï, enfin deux questions, si je peux me permettre de ouais, vas-y, t'interrompre. vas-y, Est-ce vas-y. que les arbres poussent dans les tourbières et il comprend pas pourquoi les dionnées dans les forêts tourbières? Pourquoi tu parles de forêt avec des dionnées? Voilà. Ouais, alors les dionnées, ça pousse pas dans des habitats qui sont comme les tourbières qu'on a chez nous ici en France ou en Europe. Ça pousse dans des espèces de forêts ouvertes mais détrempées en fait. C'est un habitat très spécifique où il y a quand même des arbres, il y a quand même plein d'eau et il y a quand même des prairies avec des sphaignes ou pas d'ailleurs et avec les dionnées qui poussent là-dedans quoi. C'est juste un autre type d'habitat quoi. Voilà. Ok.
Du coup, les auteurs, ils se rendent compte, une fois qu'ils ont foutu le feu là, comme ça, leur Dionée, ils se rendent compte qu'en fait, à la fin, tous les pièges des Dionnées sont fermés. Et plusieurs jours après, quand ils se rouvrent, bah, en fait, ils fonctionnent encore parfaitement, quoi. Et du coup, ils se demandent comment expliquer en fait la fermeture des pièges, quoi. Est-ce que c'est juste parce qu'il y a des trucs qui tombent dedans et donc du coup, en fait, il n'y a pas moyen de... Enfin, genre, c'est totalement normal parce qu'il y a des bouts de cendre qui tombent dedans et voilà. Ou alors, est-ce que ça serait pas dû à la chaleur? Est-ce que ce serait pas une technique en fait développée par la Dionée? Bah, pour répondre à cette question, ils ont fait une seconde expérience où ils ont créé cette fois un pistolet à chaleur qu'on voit ici. Et ils ont mesuré à l'intérieur du piège de la Dionée, là avec cette petite sonde, ils ont mesuré deux choses. Je vais lancer la vidéo. Ils ont mesuré la température, ici, qui bouge pas, et le potentiel électrique. Vous savez que la Dionée, elle se referme à la suite d'un potentiel électrique qui est développé à l'intérieur de la feuille. Et donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'en fait, ils vont chauffer avec ce petit pistolet électrique l'intérieur du piège et ils vont voir ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si vous voyez les courbes qui commencent à s'exciter et hop, Ouais, en fait, vous voyez là le petit pistolet, là, il s'est chauffé, hein. Donc voilà, la d'accord, température ok. monte, on le voit ici sur les courbes, et en fait, ça fait apparaître deux potentiels électriques, et tout de Hmm, suite après, le piège se ferme. Vous regardez, c'est hmm, assez net. La température incroyable. monte, on a le premier potentiel et le deuxième, et pouf, tout de suite, le piège se ferme. Après le deuxième potentiel électrique. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la température à la surface du piège, elle a augmenté de 20 à 74 degrés en 4 secondes. Donc, c'est un changement Ok. brusque de température, en fait, à l'intérieur du piège. Et la plante, elle a littéralement transformé cette chaleur en l'équivalent de deux stimulations mécaniques, comme on ferait nous en passant le doigt à l'intérieur du piège, quoi, pour le faire se refermer. C'est exactement la même chose qui a l'air de se passer. Ok. Et les auteurs, ils précisent que le piège, quelques jours après, il se rouvre et il fonctionne tout à fait normalement, quoi. Du coup, la question encore, parce qu'ils aiment bien aller chercher vraiment dans les détails, Ah, et là, oui, c'est intriguant. ils se disent, mais Et- est-ce que ces signaux électriques là qui sont déclenchés par la chaleur, est-ce que c'est la même chose que ceux qui sont déclenchés mécaniquement si vous, en fait, vous allez chatouiller votre plante, ou est-ce que c'est un autre, je sais pas, une autre adaptation, un autre truc différent? Là, pour l'instant, on a l'impression que c'est pareil, quoi. Et du coup, pour répondre à cette question encore plus compliquée, ils sont allés mesurer le signal des ions calcium, c'est des ions Ca2+, qui entraînent la fermeture des pièges. Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail parce que moi-même, j'ai pas bien compris, c'est un truc un peu pété, mais en gros, Ok. quand vous chatouillez votre Dionée, euh, il y a une espèce de libération d'ions calcium à l'intérieur des cellules, et cette libération, genre soudaine d'ions calcium dans les cellules, c'est ça qui enclenche le mécanisme de fermeture du piège. Bref, en gros, s'il y a plein d'ions calcium qui apparaissent quelque part, ça veut dire que c'est stimulé exactement mécaniquement de la même manière que si vous chatouillez la plante, quoi. D'accord. Donc, avec des méthodes complètement incroyables et des outils complètement fous, ils ont réussi à mesurer du coup la quantité d'ions calcium dans le piège. Donc quand c'est bleu, il n'y en a pas beaucoup. Donc vous voyez que là, il n'y en a pas trop. Et plus on va aller vers les rouges, plus ça veut dire qu'il y en a beaucoup. À partir de 12 secondes, là, il commence à chauffer l'intérieur du piège. Donc on voit là les petits poils sensitifs. Et regardez le Mhm. poil qui est ici. Ah, putain. Boum. Ok. On voit que le poil en fait s'active et tout de suite après, il y a une espèce de décharge d'ion calcium partout dans le piège. Donc en gros là, c'est comme si on venait de toucher une seule fois la plante. Donc là, enfin un Ok. poil sensitif. Donc là, elle se prépare à se refermer en fait, sauf que rien ne l'a touché. C'est uniquement la chaleur qui a fait ça en fait. Ok. Et vous allez voir que là, du coup, la chaleur continue à augmenter. On voit que la quantité d'ion diminue dans le piège parce que les couleurs deviennent plus froides. Et regardez ce qui se passe juste après. Hop là, ça Deuxième. réaugmente d'un coup. Et en fait, la plante se réaugmente toute seule, en fait, enfin, ses ions. Et là, pouf, le piège, à ce moment-là, se ferme. Ok. Peut le voir. Ah oui, donc voilà. Donc la chaleur, elle entraîne un signal d'ion calcium et la D'accord. fermeture du piège. Et il semblerait que ce soit à partir de 38 degrés. Et on peut le D'accord. voir aussi, bon ça je vais avancer vite. En gros, si vous regardez juste le poil sensitif, ça se voit aussi très bien enfin, ces ions là qui sortent comme ça pour Espèce de préparer le décharge, piège. ouais. Incroyable les Ouais. vidéos d'ailleurs, au passage. C'est vrai que pour réussir à faire une vidéo comme ça, là, c'est quand même. Et ouais, Il y a c'est un peu assez de fou, taf, hein. ouais.
Alors, les auteurs, du coup, ils disent que, en fait, Ouais. c'est le changement de température qui compte et pas juste la température. Parce que sinon, s'il ferait 38 degrés chez vous l'été, la plante, elle se refermerait dans tous les sens. Hmm, Donc, en fait, j'allais te poser si la ils- question, oui. Oui. c'est ça, ouais. Et en fait, ils ont essayé d'augmenter la température petit à petit, genre 1 degré toutes les 10 secondes, je dis n'importe quoi. Ok, Et en fait, bah là, ça enclenche pas la fermeture du piège. C'est vraiment un changement d'accord. brusque de température. Et il Ok, semblerait que ça marche aussi avec le froid, un peu différemment, mais il y a un peu ce délire-là aussi avec le froid. d'accord. Bon, après, des vagues de froid, il Alors, y en a moins qu'une vague de feu, quoi. oui, ouais, c'est ça. Et en fait, avec le froid, il semblerait que ce soit plus, pour le coup, une espèce de température minimum de quelques degrés. À D'accord. partir de 8 degrés, en fait, et en dessous, C'est les pas un pièges ont delta, quoi. plutôt tendance à se refermer un peu aussi. Ok, d'accord. Et du coup, ils sont malins, ces petits chercheurs. Ils se sont dit, bah écoutez, on va faire la même expérience, mais avec la Dionée, le cultivar rose, qui, comme vous voyez ici, ne possède aucun piège. C'est juste des feuilles, quoi. C'est une salade. Ça, c'est une Dionée, hein. C'est un cultivar de Green Jaws, si vous ne connaissez pas. Il a plein de Ok. cultivars intéressants. Il sera à Euh, l'EE. et qui sera à Ouais, l'EE, exactement. absolument. Vous pourrez lui parler de cet article scientifique. Voilà. Et du coup, bah là, ils font exactement les mêmes expériences et il n'y a pas de réaction. Bon, on s'y attendait un petit peu vu qu'elle n'a pas de piège, hein, mais du coup, ça veut dire que les récepteurs de chaleur, ils sont disposés bien à l'intérieur du piège et c'est pas un autre mécanisme qui enclenche tout ça. C'est D'accord. bien dans le piège que ça se passe. Du coup, les petits malins, ils sont allés chercher un autre cultivar de Dionée qui s'appelle Dyscalculia. Alors, j'ai pas trouvé de référence là-dessus. Je pense que c'est un cultivar uniquement pour la recherche. Ah oui, d'accord. Il n'existe pas en culture. Enfin, il y a un autre cultivar qui existe dans le même genre, mais c'est pas lui. En gros, il a des pièges, mais les pièges fonctionnent pas, quoi. Ils D'accord, se ok. referment jamais. Et là, ils refont les mêmes expériences et ils voient bien la décharge d'ions calcium à l'intérieur du piège, etc. Même si les pièges se referment pas, ça veut dire que D'accord. les récepteurs thermiques sont donc bien liés directement aux signaux du calcium et que c'est pas encore un autre mécanisme qu'on D'accord, n'aurait c'est pas bien la même compris, chose. etc. Voilà, donc là, Ok, c'est acté. Ils ont on est essayé sûr. aussi avec d'autres plantes pas carnivores et ça marche pas, quoi. Ok. Donc, pour conclure, et oui, la petite référence. Donc, pour Bah conclure, en oui. gros, les pièges de la Dionée, ils résistent au feu parce que, en fait, le but du jeu, c'est de protéger les poils sensitifs. Et c'est quand Hmm, en fait enfin, comment dire, quand le feu est en train d'arriver en direction des plantes carnivores et qu'on a un changement brutal de température, bah, les pièges ils vont se refermer et du coup ça va protéger les poils sensitifs. Et en fait, quelques jours après, une fois que tout a été cramé, bah, en fait la plante est déjà fonctionnelle, les pièges sont déjà fonctionnels et peuvent déjà capturer des insectes et puis se remettre au travail en fait voilà, avoir des nutriments, etc. Même si au bout d'un moment, je pense qu'ils doivent crever quelques jours après, enfin au ouais, bout de plusieurs jours, parce qu'ils sont forcément. quand même bien cramés. Les récepteurs thermiques, ils sont bien à l'intérieur du piège et ils fonctionnent exactement comme une stimulation classique. Et il n'y a vraiment aucune différence d'un point de vue biologique de la plante, quoi. C'est exactement la même chose. Donc c'est une vraie évolution de la plante, en fait, de faire fonctionner ces récepteurs classiques avec la chaleur, quoi. Et enfin, on a vu que le piège, il est sensible au changement brusque de température. Brusque, ouais. Ok. Voilà, donc un truc qui change rapidement. Donc voilà, si vous voulez fermer les pièges de votre Dionée, vous pouvez le faire soit mécaniquement ou soit avec une flamme ou un truc comme ça. Moi, j'ai pas essayé, mais ça a l'air de très très bien marcher, quoi. Au décapeur thermique, quoi. Exactement. Et du coup, merci beaucoup. Et vu que je mets toujours cette image, ça m'a fait beaucoup rire parce que du coup, Ah je me oui, suis c'est dit vrai. qu'elle s'était peut-être fermée en fait à cause de la chaleur de la cigarette. Voilà, c'était C'est le petit possible. twist de la fin. Trop mignon. Eh ben, écoute, merci beaucoup, c'était très intéressant. Il y a eu quelques questions dans le chat. C'était ouais, sujet intéressant. Merci pour cet article. On aura appris plein de choses. Est-ce que C'est j'enlève une... mon écran, David? Alors, ouais, vas-y, essaye. Ok. Tente ta chance. Alors là, j'ai ton OK. Là, j'ai ta fenêtre. Attends, je vais Putain, c'est mettre ça. laquelle? Voilà, Youpa. là, c'est bon. Là, maintenant, on voit Laurent. Et Tu veux que j'arrête le partage d'écran? ouais, tu peux arrêter le partage d'écran. Tu vas te retrouver à la place. Alors là, il y a Laurent en grand. Et je veux bien que tu remettes. Bah, c'est bon normalement. Et je me raffiche moi. Enfin, participants sans vidéo. Voilà, c'est ça. Et là, on aura Laurent en grand. Qu'est-ce que tu fais en grand, Laurent, là? Rien J'ai rien fait. demandé, moi. Il y a vous deux. Ça, c'est bon. Je fais la Juste, il y transition a vite un œil qui fait. dit du coup les Dionnées aux US, c'est quoi le milieu? C'est pas de la tourbe. Je crois que c'est
très sablonneux, hein, pour le coup, justement. Je crois que c'est très, très, très sablonneux. Après, ça doit être un peu de la tourbe aussi, parce que je crois qu'il y a de la sphaigne, mais c'est pas les mêmes tourbières qu'on a chez nous. Je sais pas, Laurent, si toi tu sais, hein, mais il me semble que c'est presque du sable. En fait, c'est tellement délavé par l'eau que c'est presque que du sable, en fait, je crois, hein. Ouais. Mais moi, c'est ce que j'avais compris aussi. C'est ça. Donc, voilà, hein, on peut tester aussi de faire pousser des dionnées dans du sable pur, quoi. Ça se tente. Je crois que c'est pas, comment il s'appelle, Alexandre Ponce qui fait ça. Il est pas dans du sable Ah, pur, peut-être, c'est Dionné, je crois, hein. Je dis pas de bêtises, hein. Je crois qu'il fait de la peut-être. culture en sable. Je- À vérifier, hein, mais. Ou alors c'est peut-être juste le surfaçage, mais je crois que c'est du sable, de mémoire. Alors, il y en a pas mal qui l'utilisent en surfaçage, le sable, ouais. Ouais. Mais après, Ah, en substrat pur, je sais pas. c'est bon. La terre est pas Euh, acide. Bah si, en fait, la terre est acide parce que vu que les seuls arbres qui sont là, c'est des pins, bah c'est des aiguilles de pin en fait qui tombent par terre, donc ça acidifie quand même le milieu. Parfait. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour ce détail. Je vais redonner les infos de. Alors, je vais récupérer parce que je ne sais plus. Si je l'ai noté dans notre. Euh, Excusez-moi, hein, je m'organise. C'était là. Ça, on en a parlé. Je voulais vous parler. euh, Je vais le faire dans l'ordre. Je vous avais parlé du déballage que je devais faire d'un rail de LED qui m'a été prêté par une boîte française qui s'appelle VGD, des LED horticoles. J'ai fait le déballage, j'ai fait le montage de la vidéo à 95%. Je vais pouvoir vous faire la mise en ligne sur le site LED horticole bientôt. Avec Arthur, on prépare un protocole de test et d'autres personnes aussi. Laurent m'a proposé des graines que je vais accepter. C'était quoi, Biblis et Drosophilum, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah bah, ce que tu veux, hein. T'avais- Voilà, c'est royal. Rien à dire. On va faire des tests sur des Sarracenia. J'ai des graines de Drosera que Laurent m'avait filé aussi. Donc, on prépare un protocole de test pour tester ces rails de LED là et des panneaux Amazon premier prix, voir les différences, voir s'il y a des différences. Je peux vous dire déjà qu'en termes d'électronique, on n'est pas du tout dans le même domaine. Voilà, c'est deux rails de 40 watts hein, qui sont un peu classiques pour de la culture en rack, de salade, de fraises et ce genre de trucs. Donc ça devrait marcher sur nos plantes, il n'y a pas de problème. À quelle vitesse et avec quelle efficacité, on va voir ça. C'est un test au long cours qui devrait durer entre 6 mois et 1 an. Donc il y aura des articles de temps en temps. Et je vous donnerai le détail. Et je remercie d'ailleurs Clément Poinré de VGD qui m'a fait confiance, qui m'a prêté le matériel et avec qui je dois rééchanger sur le protocole. Donc Arthur, faut qu'on travaille sérieusement à la fin de finalisation de ce protocole. Tu peux te proposer un test de lumière, Anaï? Bah vas-y, tente ta chance. Vas-y, vas-y, on écoute tout le monde. Qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu vas dire? J'ai un peu peur. Je me méfie. Avec des phares de voiture. Alors figure-toi qu'il y a une dizaine d'années, quand ils ont sorti les Porsche Cayenne, il y a des mecs qui piquaient les phares pour faire pousser de la weed. J'ai lu une ou deux histoires comme ça. Et voilà, il y a eu des phares. Je crois que c'est des phares au xénon, donc c'est pas de la LED ni rien, mais voilà, il y a eu des tests malheureux avec ce genre de truc. Mais bon, ça se Les gens ont tente. Mais toujours je des pense bonnes idées pour faire pousser de la weed, hein, ouais, généralement. en général, ouais, c'est prolifique, disons. Donc voilà. Les prochaines conférences, je voulais vous en parler, premier mercredi du mois d'octobre. On aura deux conférences. La première de Michael Van Boven qui va nous parler d'Aldro Vanda. Et la deuxième, donc celle-là durera 15 minutes. Et la deuxième, c'est celle de Nathan qui va nous parler de la classification des plantes et pourquoi c'est important de mettre les bonnes étiquettes sur les bonnes plantes et quelle catastrophe on peut engendrer si on fait pas ce genre de truc ou si on essaie de trouver les espèces à l'arrache, ce que ça donne et l'effet domino que ça a sur les gens à qui vous échangez ou donnez des plantes ou vous les vendez ou voilà. Donc ça c'est important. Donc ça ce sera le 4 octobre. Aldrovanda pour la première partie, un quart d'heure. Et puis Nathan, classification des plantes, 45 minutes à 1 heure. Voilà. C'est ce qui est prévu. On va s'arrêter là parce qu'il est bientôt 23 heures et que ça fait quand même 2h30 de stream et que c'est pas si mal. Enfin, 2 heures pour vous, mais 2h30 pour moi. Désolé, Anoï, ouais, c'est déjà fini. Je vais vous reparler rapidement quand même. Pour finir de l'EE qui se déroule à Nancy vendredi, samedi, dimanche. Moi, j'y vais samedi matin, je repars dimanche en début d'après-midi. Je vais essayer de faire des streams en live.
J'ai acheté une grosse batterie pour le téléphone. J'ai le micro, j'ai une deuxième webcam. Donc je vais essayer là-bas de faire des interviews de personnes qui ont accepté ces interviews. Donc François May, il faut que je discute avec Damien, il faut que je passe voir Cédric Carnivore aussi. J'ai dit que je passerai, il m'a dit si j'ai un petit peu de temps, il n'y a aucun problème, on fait une petite discussion devant la caméra. Et j'ai demandé à Dionnet, c'est en cours de négociation, j'attends la réponse. Et j'ai demandé l'autorisation à Dionnet de retransmettre en direct toutes les conférences de l'EE du samedi et du dimanche. Donc, j'ai le t-shirt Twitch TV. Non, j'ai pas le t-shirt. Par contre, je me suis acheté celui-là qui est marrant et j'en ai deux autres qui sont drôles aussi. Si vous croisez un mec avec ce t-shirt-là, normalement, soit c'est moi, soit je dois pas être très loin. Et donc, je vais essayer donc de retransmettre ces conférences en direct. Il n'y aura pas de commentaires, évidemment, ce sera du brut. Dionnet m'a dit qu'il y aurait quasiment que des conférences en anglais, sauf la conférence du vendredi sur l'observatoire qui serait en français. Donc, on va voir. C'était pas très sûr, mais visiblement, c'est beaucoup en anglais. J'ai les droits de pas mal d'orateurs de filmer, mais pas pour l'instant de Dionnet, donc j'attends d'avoir les détails. Et j'essaierai de faire des interviews. Il y a une quinzaine de personnes que je dois voir là-bas. On essaiera de se faire une espèce d'une pseudo table ronde. Je poserai le téléphone au milieu de la table et puis on discutera un peu carnivore. Je vous les présenterai. C'est des gens que vous connaissez peut-être de Facebook, des différents groupes. Il y a pas mal de monde que je dois voir. Et voilà, j'ai prévu quelques autres petites choses. Je vous dis pas tout, vous le verrez pendant le live. J'ai prévu quelques petites surprises. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc rendez-vous samedi matin, live normalement à l'EE en direct à Nancy. Si j'ai pas de problème, ouais, j'ai un stabilisateur, j'ai un G Osmi 3, je sais pas quoi, qui a l'air de bien marcher. Je vais essayer de faire un truc bien. Promis, je suis pas encore un pro sur les pieds de caméra et tout, mais j'y travaille quoi. Bah écoutez, je vous invite à nous follow sur Twitch, sur Facebook si c'est pas déjà fait, et sur YouTube, sur notre chaîne où on met les replays. Messieurs, je vous laisse chacun peut-être le mot de la fin. Arthur, un dernier mot avant qu'on se quitte. Bah, moi, je suis dégoûté de ne pas être là ce week-end. J'ai vraiment l'impression de rater mon week-end à Disneyland, quoi. C'est terrible. Voilà. Je suis profondément triste. En pleine dépression. Et je pourrais même pas regarder les lives, donc c'est terrible, quoi. Rien ne Je va. regarderai les replays. Tant pis. Exactement. Voilà. Laurent, Et moi aussi, Expo Harry Potter, quoi, avec les enfants, quoi. les priorités quoi. Ah, ça se paye, ouais. Pas de choix, Ouais, surtout, évidemment. sinon, donc buter et puis monter dans le fond du jardin. Donc. Une fois que tu auras fini ta cuisine. Bon, Ouais, ça, messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée sur Oui, le chat. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Merci de nous Ok, follow. ouais. Merci pour les subs. C'est grosse motivation pour nous. C'est vraiment génial de voir que vous kiffez. Euh, Ce qu'on fait, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis donc à samedi pour les gens que j'aurai en direct. Merci, messieurs. À très bientôt. Bonne soirée. Merci, ciao, À ciao. bientôt. Ciao, bisous, bisous. Salut.